C'est parti. Alors, la première petite question, donc, c'est pourquoi vous êtes-vous engagé avec la fresque du climat? Donc là, comme j'ai dit, l'idée, c'est de d'abord voilà, prendre 15-30 secondes pour que vous écriviez votre réponse dans le chat. Et une fois que, voilà, dans 15-30 secondes, je dirais, vous pourrez taper «Entrée» et comme ça, on aura les réponses de tout le monde sans que, entre guillemets, on s'influence mutuellement. Euh, Hop. Donc là, ça fait près d'une trentaine de secondes. Donc, je vous propose de taper sur Entrée, ceux qui ont eu le temps d'écrire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Par plaisir et par sens, parce que ça me paraissait un outil utile qui permet une discussion climat, pour faire comprendre aux gens qu'une somme de petites actions peut avoir de grands résultats. Je trouve l'outil génial pour sensibiliser à une cause qui me tient à cœur, informer le monde autour de moi de la situation climatique. Quelqu'un a répondu avec une petite blague, pour l'argent, non pour aider à comprendre le pourquoi avant d'agir. Moyen de sensibiliser, pour comprendre et sensibiliser, pour fresquer avec mes collègues. Parce que c'était plus efficace pour convaincre que d'écrire des articles que peu de gens lisaient. Pour sensibiliser, donner envie d'agir, passer et transmettre. OK. Trouver un sens à mes actions, moyen d'action face à l'éco-anxiété. OK, donc ça, c'était la première petite question. Donc, merci déjà pour vos réponses. Là, la deuxième, c'est quelles sont vos attentes pour cette fresque conférence? Donc là, c'est même idée. Prendre, pareil, une petite, voilà, une grosse pour écrire vos attentes éventuelles. Peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que vous êtes juste curieux, vous avez vu le titre. Mais parfois, voilà, quand on a un titre, on peut projeter pas mal de choses. Donc, c'est intéressant pour moi de voir finalement si vous avez des attentes particulières et ce que vous avez pu projeter. Entre guillemets. Hop. Hop. Si c'est bon pour vous, vous pouvez faire entrer. Alors, donc, tips et retours d'expérience, astuces pour la première phase, comment animer les lots de cartes pour rendre moins répétitif, révolutionner mon débrief pour le rendre super efficace. Waouh, grosse, grosse attente, Pierre. Je t'attends au tournant. Continuer à m'enrichir. Ok, on ne sait jamais trop. M'assurer que mon animation a réellement d'impact. Avoir plus d'impact dans mes échanges. Astuces pour la partie débrief. Comprendre un peu mieux certains mécanismes. Complexité des réactions humaines pour adapter le discours. Curiosité. Pas de transition extérieure sans transition intérieure. Mieux animer les débriefs. Je me rends compte. Voilà, l'idée de l'utiliser avec différentes personnalités, enrichir mes fresques. OK. Ouais. Donc, je vois que Thierry parle effectivement de la discussion de la COP26. Je vais venir un peu de pourquoi cette fresque, j'ai eu l'idée de faire cette fresque conférence. Merci beaucoup pour ces partages. Donc, ce que je précise d'ores et déjà, c'est que s'il y a des attentes qui ne sont pas remplies par la fresque conférence, vraiment, n'hésitez pas à proposer la vôtre. On dit pour les livres qu'on finit par écrire, les livres qu'on ne trouve pas, je pense que pour les fresques conf, ce serait chouette que ce soit la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à préposer la vôtre. Je pense que vraiment, c'est une des grandes richesses de la communauté, c'est qu'on a tous des parcours un peu différents. Et du coup, on peut tous finalement s'enrichir mutuellement en proposant des fresques conférences comme celle-ci. Concernant le déroulé, je vais essayer de vous poser de temps en temps des questions pour faire en sorte que ce ne soit pas trop descendant. Toutefois, comme j'ai pas mal de slides à vous passer, je ne vous garantis pas de vous poser toutes les questions prévues. Mais en tous les cas, j'ai prévu un petit temps à la fin d'échange. Donc voilà, la première partie, ça va être assez descendant et les interactions, ça va être essentiellement via le chat. Donc voilà, désolé pour ça. C'est vrai que je préfère vraiment le format intelligence collective en atelier, mais là, on va dire, vu la configuration, c'est difficile de faire autrement. Je commence par me présenter brièvement. Donc, moi, c'est Benoît. Après 10 ans d'études dans des domaines variés et de nombreuses expériences professionnelles dans différents types d'organisations humaines, j'ai fondé le cabinet ProSense pour accélérer la mutation des organisations
qui souhaitent s'inscrire dans la nécessaire transition écologique et solidaire de notre société. Donc, pourquoi cette fresque conférence? Ça rebondit un petit peu sur l'attente de Thierry. Donc voilà, c'est vraiment, moi, ça fait à peu près ça fait plus de 2 ans que je suis dans la communauté Fresque du climat. Et puis, notamment, pas mal d'échanges que j'ai pu avoir à la COP26 avec des fresqueurs. Je me suis dit que c'était le moment de proposer une fresque conférence sur un sujet en lien avec ma mission professionnelle, à savoir le facteur humain dans la transition écologique et solidaire. Voilà, ça me paraissait intéressant puisqu'il y a pas mal de fresqueurs, notamment les plus anciens, qui ont plutôt un parcours d'ingénieur. Et donc, ça me paraissait complémentaire de pouvoir partager une approche et une sensibilité qui sont un peu différentes. Donc, l'idée de cette fresque conférence, c'est notamment de vous partager en tant que ceinture bleue certaines de mes astuces de fresqueur, en particulier sur la façon dont j'anime le débrief. Donc, ça répondra à certaines de vos attentes. Je compte également vous partager la façon dont je présente la fresque à des personnes dont le besoin serait susceptible d'être satisfait par cet atelier. J'ai vraiment pu expérimenter ça à la COP26 avec des profils assez variés. Et donc, finalement, la richesse de cet outil, c'est qu'il est très plastique et donc il peut répondre à plein de besoins. Et donc, je vais vous partager un petit peu quelques petites astuces dans la façon dont je présentais moi la fresque et donc dont j'arrivais à créer un lien fort avec les personnes avec qui j'échangeais. L'idée, c'est aussi dans cette fresque conférence de permettre d'augmenter l'impact de l'atelier et sa diffusion, puisque ça me semble quelque chose de central, puisque là, on est confronté à des défis qui nécessitent que nous soyons de plus en plus nombreux. Et donc, c'est pour ça que tant augmenter l'impact que accélérer la diffusion d'outils me paraît des enjeux centraux pour notre communauté des fresqueurs. Et puis, je précise aussi en guise de précaution que je vais vous partager mon point de vue sur la fresque du climat et que sans doute, il y a plein d'autres fresqueurs et fresqueuses, notamment des ceintures bleues, qui ne seront pas forcément toujours alignés avec ce que je vais dire, mais je pense qu'en tous les cas, c'est toujours bien de confronter les points de vue. Ça peut toujours nourrir la réflexion. Donc, concernant le déroulé, donc, il y aura 2 parties. Une première qui sera consacrée à l'accélération de la diffusion de la fresque. Donc ça fera référence pas mal aux expériences que j'ai pu avoir à la COP, la façon dont je présentais la COP à plein de personnes, que ce soit en zone bleue, là où se passaient les négociations, ou en zone verte, et ailleurs. Et puis, la deuxième partie sera plus sur augmenter l'impact des ateliers. Donc là, je me centrerai plus sur un peu à la fois mes débriefs et du point de vue des participants, en essayant de se mettre à la place des participants, comment ils peuvent vivre l'atelier, en vous partageant un peu des éléments à la fois tirés de mes études en psychologie et puis des éléments aussi tirés de la fresque des nouveaux récits, qui est pas mal sur le facteur humain dans la transition écologique et solidaire. Donc, pour commencer, sur la première partie, accélérer la diffusion de la fresque grâce à la prise en compte du facteur humain. Là, je vais vous parler de 3 choses essentiellement. La première, c'est la façon dont je présente la fresque. La deuxième, c'est la façon dont finalement j'arrivais à échanger avec des personnes assez différentes, avec des besoins assez différents de la fresque. Et puis le dernier, c'est juste, j'en profite aussi, j'ai trouvé ça intéressant puisqu'on a fait beaucoup de fresques quiz à Glasgow, de revenir un petit peu finalement au terme de ces 2 semaines, en tout cas à mon point de vue, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour être le plus utile à la fresque. Donc là, concernant la partie, on va dire, présentation de la fresque, moi, j'ai vraiment 2 grands principes en tête quand je présente la fresque. Le premier, c'est cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Parle-moi dans ta langue, je t'écoute. Parle-moi dans ma langue, je te suis. » Autrement dit, l'idée, c'est vraiment d'essayer de parler pour l'autre et non pour soi. Donc, c'est un peu faire preuve d'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à parler à l'autre de la façon dont on voudrait qu'on nous parle, mais c'est toujours le plus impactant. Et donc là, c'est vraiment l'idée d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Et moi, je trouve que l'anecdote par rapport à ça, c'est vraiment les premières fresques que j'ai faites, notamment à des personnes qui étaient très engagées sur les questions écologiques. Elles étaient presque choquées de voir à quel point c'était centré sur l'homme. Au début, on parle de l'homme et on finit par l'homme. Et ils disaient, mais c'est très anthropocentré. Et effectivement, mais après, avec le recul, je trouve que c'est ce qui fait la force de cet atelier. C'est pour ça qu'il parle à un public beaucoup plus large que le public classique. C'est que précisément pour beaucoup, il faut qu'on leur parle d'eux, parce qu'entre guillemets, juste parler du vivant en général, c'est pas suffisant pour finalement justifier des changements de comportement ou en tout cas les mettre en mouvement sur le sujet. Le deuxième grand principe, moi, c'est cette phrase de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est quelqu'un qui a développé une approche qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le sens. Donc voilà, les êtres humains sont en quête de sens. Donc cette phrase-là, on peut la prendre de 2 manières différentes. La première, c'est un peu l'idée de chercher un peu un sens à sa vie, c'est-à-dire que finalement, ce
que beaucoup cherchent, c'est un moyen de contribuer à une cause qui les dépasse. Et donc, la fresque du climat peut en partie répondre à ce besoin en permettant finalement aux personnes qui découvrent cet atelier de enfin trouver une manière de contribuer à ce grand enjeu qu'est la lutte contre le dérèglement climatique, un des enjeux du siècle. Et puis, la deuxième manière de voir cette phrase-là, c'est aussi donner un sens à ce qui nous arrive, notamment, voilà, j'y reviendrai plus tard, mais dans les pays déjà très durement touchés par le dérèglement climatique, il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais entendu parler du dérèglement climatique. Et donc, finalement, le fait de faire, par exemple, l'atelier, c'est une manière de donner du sens à ce qui arrive voilà, c'est quelque chose d'important pour l'être humain d'être capable de donner du sens, puisque c'est notamment ça aussi qui permet d'avoir un peu plus l'impression de maîtriser les choses plutôt que de les subir. Donc, la troisième chose qui finalement inspire la façon dont je présente la fresque, c'est le cercle d'or de Simone Sinek. Je ne sais pas si vous connaissez, mais globalement, c'est cette idée que pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir les impacter, pour pouvoir aller les chercher, les mettre en mouvement, c'est vraiment important de commencer par parler du pourquoi avant de rentrer un peu plus dans le détail du comment et du quoi. Et donc, sur ça, et c'est cette idée que la plupart des organisations ou même des personnes, si vous leur demandez pourquoi est-ce que tu travailles, en fait, ils auront souvent du mal à répondre parce que la plupart des gens, finalement, voilà, sont capables de dire quoi ou comment, mais assez peu sont capables de dire pourquoi. Et à mon sens, ça explique en partie pourquoi il y a autant de personnes désengagées au travail. D'après un sondage Gallup de 2017, il y a 74% des gens qui sont désengagés au travail. C'est parce qu'entre guillemets, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là. Et donc, notamment, ils n'ont pas vraiment l'impression de contribuer à une cause qui les dépasse. Et donc là, on va dire qu'on a la chance avec la fresque du climat de pouvoir contribuer à un pourquoi qui est important. Et donc, c'est important de commencer vraiment par là. Donc là, pour vous donner un petit exemple, du coup, moi, comment je peux me présenter, j'ai l'habitude de commencer par dire mon pourquoi. C'est ma raison d'être professionnelle et de contribuer à accélérer la transition écologique et solidaire. Mon comment, c'est, je dis, j'élève le niveau de conscience du facteur humain sur l'urgence écologique et sociale afin de susciter chez ce dernier le désir pour cette transition, puisque on va voir le changement de comportement, c'est ce qui est le plus coûteux pour les êtres humains. Et donc, si mais au contraire, il y a une peur, ce sera très compliqué de faire cette transition. Et puis, le quoi, c'est vraiment empouvoirer les piliers de la transition grâce à des ateliers d'intelligence collective. Donc, déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais entre cette présentation-là et la première que j'ai faite avec tous les éléments, on va dire, un peu dans le détail, où j'étais vraiment sur le quoi de mon CV et tout ça, en termes d'impact, voilà, déjà, je peux vous poser la question, mais bon, j'ai déjà un peu biaisé la réponse. Mais entre la première façon de me présenter et celle-ci, est-ce que vous avez une préférence entre les deux? Vous pouvez écrire dans le chat si vous. Bon, autrement formulé, est-ce que vous préférez la première ou la deuxième? Vous pouvez mettre un ou deux dans le chat. Bon, après, je suis conscient que j'ai un peu biaisé la réponse puisque je vous ai quand même. Voilà, mais OK. Alors, là, finalement, je décline ça à l'échelle de la fresque, ça donne ça. Donc, notamment quand j'étais à la COP, je commençais toujours, soit quand je suis à la COP, soit en dehors, mais je commence toujours par un peu une question. Donc, à la COP, je disais, selon vous, qu'est-ce qui fait que les résultats des COP ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels? Et on va dire en contexte plus général, je demande, selon vous, qu'est-ce qui fait que la transition écologique et solidaire n'est pas assez rapide? Donc, en général, la personne, du coup, me donne sa réponse. Et là, principe de réciprocité, qui est très fort chez l'être humain, elle me pose la même question, elle me dit, et vous, c'est quoi votre avis? Et donc là, j'ai enchaîné en disant, c'est parce que le niveau de conscience au niveau de la population mondiale sur les causes et conséquences du dérèglement climatique n'est pas assez élevé. Et quand je dis niveau de conscience, je ne dis pas seulement en avoir entendu parler. Il y a en effet une immense différence entre savoir et croire. Le premier donne souvent lieu à du déni, alors que le second mène à l'action. Donc voilà, j'aimais bien aussi utiliser une métaphore que je vais vous donner juste. C'est vraiment cette idée un peu, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti récemment, Une fois que tu sais, c'est vraiment, voilà, c'est provoquer il y a un avant, un après. Et donc, l'image que je prenais, c'est un peu l'idée, c'est de faire monter le thermomètre de la sensibilisation et pas celui du climat, avec l'idée de point de bascule qu'on verra par la suite. Donc, après ça, j'enchaînais en partageant pourquoi de la fresque, justement, qui résonne avec ce que j'ai dit juste avant. La fresque du climat contribue à accélérer l'atteinte du point de bascule social, étape indispensable pour relever le défi du dérèglement climatique.
Donc, un peu, voilà, cette idée que finalement, la fresque du climat peut faire office de pilule rouge si on fait un parallèle avec le film Matrix. Vraiment, il y a un avant, un après. Et donc, cette courbe du point de bascule, bah, typiquement à la COP26, moi, j'avais toujours un petit paquet j'avais quelques petits feuilles, quelques petits schémas, et ça, c'était quelque chose que je sortais, le schéma du point de bascule, ça parlait tout de suite, avec cette idée que finalement, on est des animaux sociaux et que voilà, le changement se passe toujours de la même manière. Donc là, j'ai deux petites citations pour illustrer ça. Concernant les pionniers, donc la première partie de la courbe, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont déjà vue, c'est cette citation de Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes conscientes et engagées puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ainsi que ça s'est passé. Et concernant le groupe des retardataires ou des réfractaires, pour moi, cette citation-là, elle illustre bien, il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme lorsque son salaire dépend précisément du fait qu'il ne le comprenne pas. Donc, c'est cette idée que finalement, les retardataires, s'ils ne sont pas convaincus, ce n'est pas une question d'argument, c'est une question de conflit d'intérêt. Entre guillemets, ils sont en conflit d'intérêt avec le monde d'après. Et donc, eux ne changeront que quand tout aura changé autour d'eux et que ça deviendra plus coûteux pour eux de continuer à persévérer, on va dire, euh, dans l'erreur. Et du coup, souvent, j'ai amené cette identité de Kaya voilà, parce que je leur dis, est-ce que vous connaissez ça? Et puis, pas forcément. Et donc, voilà, je disais globalement, il y a 4 leviers sur la transition. Et aujourd'hui, le paradigme dominant, c'est vraiment, on est sur la technologie va nous sauver. Donc, on parle essentiellement des deux premiers leviers, le levier mix énergétique, donc CO2 sur énergie, et le levier efficacité énergétique, donc le levier énergie sur PIB, et très peu le levier mode de vie. Et donc, voilà, c'était d'ailleurs à la COP26, c'était très visible. Je pense 80-90% des pavillons, donc les endroits où étaient exposés entre guillemets des solutions, 90% de ces pavillons-là, ils parlaient uniquement de la technologie et très peu, on va dire, des modes de vie, des changements d'organisation sociale, des changements politiques, enfin, un certain nombre d'éléments qui permettent de jouer vraiment sur le troisième levier, qui est le levier de mode de vie. Et puis voilà, on va dire que c'est en lien aussi avec la difficulté à mettre les énergies fossiles dans les accords puisque voilà, il y a une vraie question en plus de la question des conflits d'intérêts, il y a la question d'acceptabilité par les citoyens de moins consommer des énergies fossiles. Et donc finalement, voilà, cette idée que la fresque, elle peut, en jouant sur ce facteur humain, sur ce troisième terme, sur le terme PIB sur population, elle peut favoriser l'acceptabilité, l'acceptation sociale. Que, on va dire, même si en théorie, imaginons, la COP avait dit c'est bon, on laisse 90% du charbon dans le sous-sol et 60% du gaz et du pétrole pour respecter les accords de Paris, comme on devrait le faire d'après les scientifiques. Après, s'ils étaient rentrés dans leur pays, ils avaient dit bon, maintenant, c'est parti, on va prendre les mesures en conséquence. En termes de réaction sociale, ça aurait été très compliqué. On aurait eu, à mon avis, des réactions du type c'est de l'écologie punitive, c'est absurde, vous êtes fou, vous êtes hors sol, et ainsi de suite. Enfin, vraiment cette idée que si on ne joue pas sur le troisième terme, si on ne donne pas du sens aux choses, de toute façon, ça n'ira pas. Et donc, c'est un peu paradoxal enfin, paradoxal. En tout cas, ça montre qu'on n'est pas encore au bon niveau. On n'est pas à la racine du problème, puisque les positions sont encore pas sur la technologie. Donc après, je partage le comment de la fresque. Donc d'une part, la fresque empouvoir les piliers de la transition en leur permettant de faire massivement passer leur paire du triangle de l'inaction aux marges du pouvoir. Et d'autre part, la fresque crée une multitude de communautés décentralisées au niveau mondial. Un pionnier isolé est en effet un pionnier en danger. Donc là, quand je dis pair, ce que j'entends, c'est en psychologie sociale. En fait, on nous montre que plus je parle à des personnes qui me ressemblent, plus, entre guillemets, je vais être capable de les impacter. Et donc, c'est pour ça que c'est important plutôt, on va dire, que d'essayer d'aller toucher des personnes qui sont très différentes de soi-même, d'aller plutôt vers des personnes qui nous reconnaissent comme des pairs. Et c'est aussi pour ça que finalement, la fresque est très impactante, c'est qu'elle est capable d'avoir plein d'animateurs qui viennent de plein d'endroits différents et qui vont être capables de toucher plein de publics différents. Et donc là, je ne vais pas forcément y revenir, mais je pense que, voilà, parce que c'est des choses qui ont un peu circulé. Moi, c'est juste de dire, souvent, ce que je commente ce triangle-là en disant que j'en tire deux leçons. Le premier, c'est que comme l'être humain n'aime pas le changement, notamment du fait que de la façon dont fonctionne notre cerveau au niveau cérébral, au niveau neuronal,
dès qu'on reçoit une information qui nous laisse penser qu'on doit peut-être changer nos habitudes, on préfère tout de suite se raconter plutôt une histoire qui permet de ne pas changer. Donc, de dire, en gros, c'est les autres qui peuvent agir, moi, je ne peux rien faire, des choses comme ça. Et donc, ça, on reviendra un peu sur la deuxième partie de la presque conférence. Et la deuxième chose, c'est que comme il s'agit d'un problème systémique, global, il n'y a aucun être humain sur Terre qui a tous les leviers d'action. Chaque être humain en dispose de quelques-uns. Et donc, même si, voilà, de dire ça ne nie pas le fait que certains êtres humains ont plus de leviers d'action. Voilà, c'est un peu cette idée pour faire écho à la COP, au principe des COP, c'est qu'il y a une responsabilité commune entre les pays, mais qu'elle est différenciée. C'est pareil pour les êtres humains. De dire qu'il y a une responsabilité commune, mais qu'elle est différenciée entre les… On voit bien que déjà, selon les modes de vie, on n'a pas le même… et du coup, les marges du pouvoir, donc ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, je vais peut-être juste y revenir un petit peu. Donc, pour la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Virginie Dano. Et donc, moi, j'ai adapté l'idée à mes différents contextes. Donc, si je le fais en entreprise, auprès de citoyens, auprès de gens politiques, je l'adapte vraiment pour parler le langage de l'autre, toujours la même idée. Et donc, la première marche, comment est-ce que je donne du sens à ce graphique-là? Je dis, en fait, c'est un peu un itinéraire pour s'empouvoirer sur le sujet, pour monter en pouvoir, en impact. Donc, d'abord, on commence par le savoir. Pourquoi? Parce que souvent, l'émotion ressentie par les participants dans les ateliers, c'est la peur. Et d'après la psychologie, l'information que nous donne cette émotion, c'est qu'on se sent impuissant, puisqu'en fait, on se considère comme trop petit face à un problème trop gros. Et donc, finalement, le savoir, c'est le pouvoir, comme dit le philosophe Francis Bacon. Donc, le savoir peut vraiment être un remède au sentiment d'impuissance. Donc, ça, par exemple, c'est chouette parce que la fresque du climat, elle permet de franchir cette première marche. La deuxième, c'est faire savoir. Donc, ça a pour deux intérêts. Le premier, c'est que ça augmente son impact puisqu'on commence à transformer les gens autour de soi. Et la deuxième, c'est que ça permet de sortir de l'isolement. C'est super important puisque je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu. Souvent, quand on commence à savoir, on souffre du fait qu'en fait, on se sent seul et on ne comprend pas que les autres ne sachent pas non plus. Et donc, parfois, on a même l'impression qu'on est un peu fou parce qu'on se dit c'est étrange, on a l'impression que personne ne sait. Et donc, voilà, c'est vraiment cette idée que comme l'homme est un animal social, c'est important que finalement, les pionniers ne restent pas seuls, mais se mettent en réseau. Et donc, le fait de sensibiliser autour de sortir de l'isolement. Et donc, la fresque du climat permet de franchir cette deuxième marche puisque se former est rapide et on peut, après s'être formé, sensibiliser autour de soi. Le troisième, c'est faire. Donc, c'est important pour deux raisons. D'une part, c'est pour diminuer son empreinte, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, pour préparer le passage au niveau collectif. Parce que, comme disait Gandhi, montrer l'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est la seule façon de convaincre. Et donc, sans ça, quand on passe au niveau collectif, on va tout de suite attaquer le messager plutôt que le message. Encore une fois, parce que l'être humain n'aime pas changer. Et donc là, entre guillemets, au moins, en étant devenu un peu plus cohérent, on peut passer plus légitimement au niveau collectif. Et donc, voilà, je reviendrai un peu sur ça dans la deuxième partie, mais c'est aussi une manière, je trouve, de sortir de l'opposition stérile entre individuel et collectif, puisqu'on voit bien que tout individu a vocation à passer au niveau collectif et que, voilà, finalement, les deux, voilà, c'est deux faces d'une même pièce, l'individu et le collectif. Concernant l'étape 4 de mon pitch, donc, c'est l'idée de partager le quoi de la fresque. Donc, la fresque déploie directement ou indirectement après avoir formé des animateurs en interne dans les organisations. Un atelier d'intelligence collective de 3 heures. Il est accessible car toute personne peut devenir animateur après avoir suivi une formation de 3 heures post-atelier. L'atelier est composé de 3 parties. La première est un jeu basé sur les rapports du GIEC, au cours duquel les participants doivent relier en équipe les causes et conséquences du dérèglement climatique. La seconde sollicite la créativité des participants et nourrit la cohésion d'équipe. La dernière, la plus importante, s'adresse à l'intégralité de la personne humaine puisqu'elle suit une approche tête corps cœur. Elle permet vraiment de faire passer les participants de la connaissance à l'action. Et puis, on peut ajouter aussi que la partie jeu permet d'éviter de lire les rapports du GIEC qui font plusieurs milliers de pages. Irina, je précise que je répondrai aux questions, mais à la fin de cette première partie, donc d'ici 10 grosses minutes. Comme ça, Et concernant la partie 5, donc là, l'idée, c'est de partager l'exponentiel. Donc, vraiment, l'idée d'évoquer le passage de 2000 à près de 300 000 participants en 3 ans. Pourquoi? C'est vraiment un moyen de montrer que la fresque des climats n'est pas une énième tentative, enfin une énième initiative, mais qu'elle est singulière en ce qu'elle peut vraiment faire la différence en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. C'est important puisque, comme tout le monde manque de temps, il y a une importante charge mentale. Le récit d'exponentiel est un puissant moyen d'engager les gens dans l'aventure. Moi, je l'ai vraiment remarqué à la COP26, où tout le monde, finalement,
voilà, en plus, tout le monde vient avec son propre agenda, avec ses propres objectifs, et puis est sollicité par plein de gens. Et donc, finalement, j'ai bien vu à quel point ce récit-là, c'est un récit très puissant. Et voilà, j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais typiquement, quand j'ai été en contact avec la directrice développement durable de Facebook, directrice développement durable d'Europe et Afrique du Nord, j'ai bien vu que vraiment ça a été un point un peu clé de notre échange où elle s'est dit, ah oui, bah, je vais lui consacrer un peu de mon temps de cerveau disponible parce que ce n'est pas n'importe quelle initiative et ça peut vraiment faire la différence. Donc, ouais, du coup, si je partageais quelques chiffres à la date de l'époque et puis les objectifs un petit peu en cours de réalisation. Et puis, en fonction de la personne, voilà, je lui partageais des exemples de pairs pour les entreprises l'enseignement supérieur ou pour les élus locaux ou nationaux. Donc, concernant la deuxième partie, la deuxième sous-partie, c'est parler le langage de l'autre. Donc, c'est des exemples tirés des échanges que j'ai pu avoir à la COP. Donc là, le premier, c'était avec un négociateur maltais. J'ai vraiment vu que, voilà, en échangeant, en lui disant que finalement, cet outil-là, c'était un moyen de faciliter son travail de négociateur, puisque, encore une fois, il y a une question d'acceptabilité sociale. Donc, eux, ils sont un petit peu aussi pris parfois entre le marteau et l'enclume, puisque d'un côté, il faut faire avancer les négociations et de l'autre côté, il y a cette idée, est-ce que les mesures qu'on va proposer vont être acceptées par nos citoyens, nos populations? Et donc, finalement, le fait de dire, bah, si vous diffusez massivement cet outil-là dans votre pays, vous pourrez du coup, beaucoup plus facilement réaliser votre travail de négociation. Un autre exemple, c'est avec un vendeur qatari de solutions d'efficacité énergétique. Donc, vraiment, de lui dire que cet outil était un moyen de rendre le marché plus intelligent en donnant du sens à l'achat de vos solutions tout en limitant les risques d'effets rebonds. Voilà, ça montrait que finalement, un même outil pouvait répondre aux besoins d'un négociateur maltais, d'un vendeur qatari. On peut dire, a priori, il y a pas mal de choses qui les opposent, en tout cas, et ils ont assez peu de choses en commun. Et pourtant, la fresque du climat peut répondre à leurs besoins. D'autres exemples, c'est un négociateur d'un pays déjà durement touché par les conséquences du règlement climatique. C'était un représentant de Belize, une île du Pacifique. Voilà, c'est-à-dire, cela est un moyen de faciliter votre travail de plaidoyer en étant soutenu par une population formée. Quand je dis formée, c'est vraiment cette idée d'être capable de faire des liens avec ce qui arrive. Et donc, en définitive, forcément, un négociateur qui serait soutenu par toute une population. Ça a tout de suite plus de poids et plus d'impact aussi. Et l'autre exemple, c'était une déléguée de la COI. Donc, la COI, c'est l'équivalent de la COP, mais pour les jeunes. Donc, c'est une représentante d'un pays déjà durement touché. C'était cette idée que l'outil pouvait être un moyen d'améliorer la résilience de son pays en donnant du sens à ce qui leur arrive, mais aussi de mieux s'adapter à ce qui va leur arriver. Donc, parce qu'il y avait cette idée, oui, nous, on est déjà touchés par les 4 cartes de la faim, entre guillemets, famine, conflit armé, subversion et réfugiés climatiques et santé humaine. Et du coup, c'était de dire, voilà, ça permettait vraiment finalement en donnant du sens. Toujours pareil, l'être humain a besoin de maîtriser ce qui lui arrive et de ne pas avoir l'impression de se prendre des vagues, vraiment de subir les choses. Voilà, ça permettait finalement à son pays d'être plus résilient, à ses citoyens d'être plus résilients. Autre exemple, c'est un échange que j'ai eu avec un député écossais, c'était de lui dire finalement, cet outil est une manière de favoriser l'acceptabilité sociale des mesures prises pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, c'est quelque chose, voilà, j'ai déjà pas mal de l'acceptabilité sociale, mais je pense que c'est vraiment un point majeur. C'est encore une fois, toutes les personnes qui disent c'est de l'écologie punitive, c'est absurde, c'est vraiment des personnes qui ne donnent pas de sens aux mesures. Pour eux, forcément, si on n'a pas compris les enjeux, finalement, effectivement, ça peut paraître absurde ou punitif. Et puis ça, c'était à une enseignante, c'était l'idée de dire, voilà, cet outil peut être un moyen de rendre très concret un sujet qui peut parfois être perçu comme très abstrait et lointain, celui du dérèglement climatique. Et puis pour terminer, deux petits exemples. Un dirigeant qui souhaite accélérer la transition de son organisation, c'était de dire qu'entre 50 et 70% des opérations de fusion-acquisition échouent à cause du facteur humain. Et il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même pour la transition écologique. Et donc, cet outil peut permettre d'engager les collaboratrices et collaborateurs de votre organisation en donnant du sens à une telle transition. Donc, sortir de ce côté-là, ils font ça pour des questions d'économie, ils font ça pour masquer un agenda caché. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée et puis de donner du sens à cette transition, donc la légitimer aussi. Et puis, le dernier exemple, c'est à une personne évoluant dans une association visant à favoriser l'engagement.
cette idée que la fresque permet de franchir la première marche de l'engagement, car elle est vraiment petite. Enfin, voilà, c'est dans plein de domaines. En fait, le plus coûteux, c'est la première marche. Et pour l'engagement, c'est pareil. C'est la première marche de l'engagement qui est la plus coûteuse. Et donc, ce qui est chouette avec la fresque du climat, c'est qu'elle permet de la franchir très facilement. Donc, on a vu là, il y a vraiment des profils de personnes très différents et pourtant, avec des besoins aussi différents, avec un même outil, on peut y répondre. Et donc là, pour terminer sur cette partie, avant de passer sur un petit temps de questions, notamment d'Irina, la petite question que je vous pose, c'est à votre avis, quelle est la… Enfin, encore une fois, c'est mon point de vue, hein, que vous en aurez un autre, mais quelle est la finalité d'une fresque quiz? Donc, est-ce que c'est réponse A ou réponse B? Vous pouvez le mettre dans le… OK. Ouais, effectivement, on est quand même très alignés. C'est réponse B. Et à tel point que sur ça, la façon la plus impactante que je trouvais de se servir de la fresque quiz, c'était vraiment de s'en servir comme une manière d'attirer l'attention des gens. Et une fois que les gens arrivent devant la fresque quiz, c'est de leur dire « Ah, vous connaissez la fresque ?» Non, OK, ce que je vous propose, ce n'est pas de faire celle-ci, mais c'est vraiment de vous montrer un aperçu d'atelier et donc de les prendre à part et de leur proposer de faire un lot 1. Et puis, en fait, parce que le lot 1, finalement, ça permet vraiment de vivre ce que c'est que l'atelier. Et puis, à la fin, voilà, d'avoir un échange. Mais j'ai remarqué que c'était beaucoup plus impactant que de leur faire la fresque quiz. Et si vraiment ils devaient faire la fresque quiz, c'était l'idée de leur faire deviner 2-3 cartes, pas plus, pour même, on va dire, générer la frustration de « Ah, j'aurais voulu en savoir plus, allez faire la fresque ». Et à mon sens, pourquoi c'est vraiment indispensable de ne pas leur faire l'intégralité de la fresque quiz, c'est que pour moi, c'est presque une publicité mensongère en défaveur de la fresque, puisqu'il n'y a pas du tout le débrief et le tête corps cœur qui est vraiment indispensable. Et donc, voilà, c'est vraiment, à mon sens, important d'avoir ça en tête, que même si en tant qu'animateur, c'est plus chouette de faire découvrir toutes les cartes, en termes d'impact, c'est mieux d'en faire découvrir que 2-3, et encore mieux de faire un lot 1 en carte mini, on va dire, parce que ce n'est pas évident de faire un lot 1 si on n'a pas d'espace, mais avec les versions miniatures de la fresque, c'est assez pratique. En tout cas, voilà, personnel, je l'ai pas mal expérimenté pendant la COP et je trouvais que c'était vraiment, vraiment pratique. Alors, je vous propose de passer à la petite séquence de questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait Irina et j'ai vu une autre question de Marion sur les marches. Peut-être avant de prendre la question de Marion, la question de Marion sur les marches, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Non. Pour te répondre, Marion Jarillot, pour moi, derrière ça, il n'y a rien de scientifique, hein. C'est juste un itinéraire, c'est presque, je dirais, un retour d'expérience. Après, chacun peut même… quelqu'un me disait « Ah, moi, je pense que j'ai plutôt fait l'inverse en termes de marche. » Enfin, voilà, l'idée, c'est plutôt, et j'y reviendrai dans la partie débrief, ce dont les gens ont besoin c'est d'avoir un peu des perspectives, c'est d'avoir un peu voilà, ils auront leur propre cheminement, mais en tout cas d'avoir potentiellement une visibilité sur les étapes. Un peu comme la courbe du deuil permet d'avoir une visibilité. Voilà, c'est plutôt que de leur dire forcément que vous allez passer par là. Enfin, voilà. Donc, il n'y a rien de scientifique pour moi derrière ça. C'est plutôt presque, j'ai envie de dire, une bonne pratique. Yes, une bonne pratique. OK. Alors, et je vois que Kevin, tu réagis sur faire le lot 1. Ça a fonctionné. Ouais, bon, on y reviendra peut-être à la fin de l'atelier, enfin de la fresque conf. En tout cas, moi, mon retour d'expérience, c'est que c'est presque, voilà, surtout s'ils sont 2-3, en fait, le lot 1 permet juste de vivre l'expérience fresque, alors qu'une fresque quiz, ça n'a rien à voir avec une fresque, puisqu'il n'y a pas le côté intelligence collective, il n'y a pas le côté c'est eux qui la font. Et en fait, derrière, c'est là où finalement, ils me reposaient encore plein de questions. Et du coup, je les accrochais encore plus sur la fresque et après, ils s'inscrivaient pour une fresque. Hop. Alors, OK. Et du coup, Irina, est-ce que… À vrai dire, c'était à la base pour attirer ton attention à la question de Marion. Ah,
Est-ce que, enfin, c'était au moment du slide, mais j'en profite pour poser une autre question que j'ai, c'est en général, est-ce que tu arrives à avoir une visibilité sur à quel point est-ce que les participants à la fresque passent réellement à une quelconque action après? Ouais. Alors, ça, on va revenir un peu plus sur la question de l'impact. Ça va être plus dans la partie 2. Ok. Après, est-ce que j'ai fait des études sur ça? Non. Mais si c'est quelque chose qui, je sais qu'il y a peut-être la suivi, mais c'est toute l'enquête faite par Montpellier Business School et notamment Hélène Etchanchou, où vraiment il y a tout un protocole de recherche sur l'impact des fresques avec un suivi des participants, enfin des étudiants sur plusieurs mois. Voilà, je sais que là-dessus, elle a des billes. Moi, je n'ai pas du tout fait ça. Moi, c'est plutôt, je vous dirai un petit peu sur quelle base je fais mon débrief et pourquoi je le fais comme ça et quel retour j'ai eu et ces choses-là. Mais je n'ai pas malheureusement de réponse très précise à fournir là-dessus. Mais je sais qu'il y a des enquêtes faites par, entre guillemets, des chercheurs sur ça. Voilà, Corinne, en plus, qui représente la RC de Climat Montpellier Business School, qui la coordonne, si je ne me trompe pas, pourra même peut-être te donner des… Et je sais que Michael a aussi beaucoup travaillé dessus. Donc, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe à la partie 2. Sans ça, de toute façon, il y aura un temps d'échange à la fin. OK. Alors, Benjamin, je reviendrai à ta question sur la fin, parce que là, du coup, on va vraiment, dans mon débrief, je vais rajouter de cœur, donc je pense que ce sera plus riche de répondre à ta question, Benjamin, à la fin. Donc là, on passe à la partie 2, augmenter l'impact de la fresque grâce à la prise en compte du facteur humain. Donc là, petite question, pour vous, c'est quoi la finalité de la fresque du climat, d'un atelier fresque du climat? Pareil, peut-être vous pouvez vous laisser 15 secondes avant de taper sur Entrée pour ne pas vous biaiser. Je vous laisse 15 secondes. Bon, je vois que ça répond déjà. Alors, prise de conscience pour susciter l'action, comprendre et passer à l'action, comprendre les enjeux et enclencher l'action, faire passer à l'action et faire boule de neige, réveiller un désir de prendre action, transition collective, action, comprendre pour passer à l'action, changer de vote, mettre, sensibiliser pour faire agir, prendre conscience du côté systémique. Ouais, OK. Alors, effectivement, pour moi, la première boussole à avoir en tête quand on est animateur, c'est que l'objectif n'est pas de faire des participants des experts du dérèglement climatique, mais vraiment de les empouvoirer sur le sujet. Donc, j'ai vu quelqu'un qui disait voilà, de prendre conscience que ça va être un sujet important. Voilà, c'est la première étape d'un cheminement, j'ai envie de dire d'une aventure qui va durer. Et donc, ça, finalement, d'avoir ça en tête, ça permet vraiment aux animateurs d'être capables de réaliser des arbitrages en temps réel pendant un atelier en cas d'aléa. Donc, typiquement, il vaut mieux écourter la partie 1 que de sacrifier du temps de la partie 3, car c'est vraiment la partie débrief, la partie 3, qui a pour finalité de mettre en mouvement les participants. Et moi, j'aime bien dire que arrêter un atelier fresque juste après la partie 1, c'est comme s'arrêter au milieu d'une psychothérapie. On est plus mal qu'au début et donc, entre guillemets, ça peut être contre-productif parce qu'il y a un très fort risque de retomber dans le déni et donc de ne pas du tout atteindre l'objectif que quelqu'un indiquait dans sa réponse, à savoir lui faire prendre conscience que ça va être un enjeu important de sa vie et que donc, du coup, il va falloir qu'il y consacre du temps. Là, ça va avoir l'effet totalement inverse. En fait, pour lui, ça ne va même pas être un enjeu de sa vie. Enfin, il va le mettre à l'écart et il va faire comme si ça n'existait pas. Donc, on n'aura pas du tout atteint l'objectif. Et du coup, la deuxième boussole à avoir en tête pour moi, mais ça c'est plutôt en tant que formateur d'animateur, c'est vraiment dans la formation de donner le pourquoi de la fresque. Donc typiquement, moi, la question que je pose souvent dans mes formations, c'est à un moment donné, je leur dis, à votre avis, pourquoi Cédric Riegenbach a passé des années à développer la fresque du climat? Parce que la première réponse des animateurs, enfin des néo-animateurs, des aspirants animateurs, c'est de dire, en fait, moi, c'est c'est de transmettre des connaissances, c'est de faire en sorte que les gens apprennent des choses sur le dérèglement climatique. Et du coup, je leur dis, mais vous pensez vraiment que Cédric Riegenbach a voulu consacrer des années de sa vie à faire en sorte qu'il y ait des gens qui en savent plus sur le sujet? Et là, souvent, les gens disent, ah non, effectivement, c'est
c'est de lutter contre le dérèglement climatique. Finalement, augmenter les connaissances, c'est un moyen, mais l'objectif, c'est vraiment de… Et donc ça permet vraiment finalement de leur donner un cadre pour dire, à un moment donné, s'ils passent trop de temps sur la partie 1 ou s'ils s'éternisent dans des échanges ou s'ils vont trop dans le détail, je suis légitime en tant qu'animateur à recadrer pour dire, voilà, l'expérience fresque, c'est un tout. Et donc, à un moment donné, si on passe trop de temps, même si les échanges sont hyper intéressants, c'est hyper riche, malheureusement, on ne pourra pas vivre l'expérience dans son intégralité. Et donc, c'est légitime de cadrer en termes de timing. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir cette boussole en tête. Et je pense que quand on forme des éditeurs, c'est important de leur transmettre ça. Voilà, à mon avis, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est aussi cette idée du pourquoi, donc notamment que j'ai dit plus haut, vraiment cette idée de finalement la fresque du climat peut contribuer à l'atteinte du point de bascule social au niveau mondial. Et donc ça, finalement, quand on donne un pourquoi aussi fort, aussi puissant, c'est Viktor Frankl, donc le même que j'ai cité au tout début, qui dit celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Voilà, je pense que vous l'avez vécu. Animer son premier atelier, c'est un peu un saut dans le vide. Et donc, finalement, le fait de donner aux animateurs un pourquoi qui est très puissant, ça va faciliter le passage à l'action parce que justement, quand on a un pourquoi, on est capable de franchir des obstacles qu'on serait incapable de franchir sans ça. C'est un peu, c'est aussi Sartre qui disait la hauteur de la montagne est proportionnelle à la hauteur de mon désir. Plus mon désir va être élevé, plus la montagne va paraître accessible. Là, c'est la même chose. Si les animateurs ont un pourquoi qui est extrêmement fort, finalement, ça va leur donner une énergie, une capacité à surmonter des obstacles qu'ils auraient été incapables de surmonter sans ça. Et peut-être pour vous donner juste un peu plus de contexte sur Viktor Frankl, c'est quelqu'un qui a vécu dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, il a développé la logothérapie en voyant notamment que les personnes qui entre guillemets, survivaient au camp, en tout cas qui vivaient le plus longtemps, ce n'étaient pas forcément les plus costauds, les plus physiquement costauds, c'était vraiment ceux qui avaient un pourquoi. En gros, qui avaient une raison de continuer à vivre. Et voilà, il donne un ou deux exemples de personnes qui ont perdu leur pourquoi au cours de leurs années dans les camps, et il montrait que finalement, ces personnes-là mouraient extrêmement rapidement. Et notamment, il donne l'exemple d'une personne qui en fait, lui, il continue à vivre parce que son pourquoi, c'était d'aller fêter Noël 1944 avec sa famille. Il rêvait de ça. Et en fait, Viktor Frankl explique que le 25 décembre, il était encore… parce que voilà, du coup, il s'était créé une histoire où en fait, il allait être libéré courant 44 et que le 24 décembre 44, il allait fêter ça avec sa famille. Et le 25 décembre 44, il était encore dans les camps. Donc, finalement, son récit qui s'était créé ne s'était pas réalisé. Et en fait, il est mort dans la journée. En fait, il n'avait plus la force de se lever de son lit. Et donc, voilà, c'est pour montrer à quel point le pourquoi est important. Et voilà, après, on peut même faire des parallèles avec tout ce qui est pathologie au travail, burn-out, c'est-à-dire vraiment quand on manque de sens au travail. Enfin, voilà. Et vraiment cette idée que c'est vraiment clé pour un être humain d'avoir un pourquoi, donc, notamment pour des animateurs. Donc ça, c'est plutôt pour avoir des éléments de contexte. C'est quelque chose que je trouve intéressant et qu'on transmet notamment dans la fresque de Nouvresis. C'est cette idée qu'il y a plusieurs manières de contribuer à la transition écologique et solidaire. Donc un peu cette idée de complémentarité des manières de contribuer. Donc ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle L'espérance en mouvement de Joanna Macy, qui est connu pour ses travaux en éco-psychologie. Donc pour faire court, l'éco-psychologie, c'est la fusion d'écologie et de psychologie. C'est comment permettre aux gens à passer de la tétanie à l'action en matière d'écologie, puisque comme c'est un sujet hyper anxiogène, voilà, ça peut être parfois compliqué de passer à l'action. Et donc là, globalement, on peut voir qu'elle parle de 3 manières de contribuer. Donc le premier, c'est résister pour défendre la vie. Donc là, l'exemple que je donne, moi, c'est Extinction Rébellion. Le deuxième, c'est analyser les causes, construire des alternatives. Donc là, on va dire que la fresque du climat, elle est vraiment là-dessus. Analyser les causes, c'est vraiment la partie fresque. Construire des alternatives, c'est normalement vraiment le débris. Et puis changer les perceptions de la réalité, donc les lunettes avec lesquelles on voit le monde. C'est par exemple demain ou l'entrée de l'autre de la jungle. L'entrée de l'autre de la jungle, c'est par exemple son objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience aux êtres humains qu'on est une espèce hyper coopérative et que ce qui fait qu'on a pu finalement
entre guillemets, aussi bien prospérer, c'est vraiment notre capacité à coopérer. Et sauf qu'aujourd'hui, on est tellement conditionné et baigné dans cet univers où on a l'impression que tout est compétition, qu'on ne s'en rend même plus compte, mais que c'est important de changer ces lunettes-là pour être, on va dire, capable de surmonter les défis auxquels on va être confronté. Voilà, je ne reviens pas plus dessus. Si ça vous intéresse, c'est des choses. Voilà, le livre L'entrée de l'autre loi de la jungle est vraiment chouette pour ça. Ou voilà, vous pouvez aussi participer à un atelier fresque de nouveaux récits parce qu'on détaille un peu plus ces éléments-là. Alors, petite question, quel est l'effet de la première partie sur les participants? Donc, qu'est-ce que… Ouais, pour vous, voilà, c'est votre avis, c'est-à-dire… alors, ouais. Donc, vous pouvez écrire dans le chat, pour vous, c'est quoi l'effet coup de massue? OK. Mise en dissonance cognitive. Donc, ouais, OK. Choc, ils peuvent être abattus, coup de bambou, j'imagine. Découragement, se sentir dépassé. Too much, un peu abattu ou en rigoler, la baffe. Ouais. J'ai déjà vu pour certains, ça pose les bases en faisant un effet ou, mais ça n'a pas forcément la volonté d'action, être paumé, le déclic. OK. Bah là, globalement, je vois qu'Alexis a répondu, mais c'est parce que voilà, il est aussi voilà, dans la fresque des nouveaux récits, donc il a la… OK. Bah, en fait, nous, comment on peut le présenter, c'est effectivement cette idée de la dissonance cognitive. Donc, ça, c'est pareil, c'est extrait de la fresque des nouveaux récits, c'est un lot de la fresque des nouveaux récits. Donc, c'est cette idée que, en fait, la fresque du climat peut être comparée à un récit alarmiste. Le récit alarmiste, ça veut pas du tout, ça préjuge pas est-ce que c'est vrai ou c'est faux. La fresque du climat, c'est basé sur les rapports du GIEC, donc de ce côté-là, c'est solide. Mais c'est plutôt qu'un récit alarmiste va être fait d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il il va faire un focus sur certains éléments. Et donc, le principe des récits alarmistes, c'est que ça engendre une prise de conscience, c'est-à-dire que ça nous met face à une réalité qu'on ne peut pas éviter. Et du coup, face à cette prise de conscience-là, en fait, ça met les participants en dissonance cognitive. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive? C'est quand mes actions sont en contradiction avec mes valeurs. Et en fait, il y a assez peu d'êtres humains sur Terre qui sont des psychopathes, c'est-à-dire des personnes qui sont pas capables de faire preuve d'empathie pour le reste des êtres humains. Et donc, finalement, quand on fait la fresque du climat, on comprend que par nos actions quotidiennes, on contribue au dérèglement climatique et donc on contribue à générer de la souffrance chez les êtres humains. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très douloureux, la dissonance cognitive, et donc on ne peut pas rester dans cet état-là. Et donc là, on apprend notamment avec les travaux d'un psychologue américain qui s'appelle Léon Festinger, qu'il y a 4 manières de sortir de cette dissonance cognitive. La première, il y en a 3 qui mènent au statu quo. En gros, elle consiste juste à se raconter une histoire différente. C'est un peu ce que je disais avec le triangle de l'inaction. C'est au lieu de changer son comportement, on se raconte une histoire qui nous permet de ne pas changer notre comportement. Il y a une qui mène au changement de société, entre guillemets. C'est vraiment le changement de comportement, forcément s'il est suivi par plein de personnes. Et donc, voilà, en gros, pour vous le faire court, trivialisation, c'est quoi? C'est de minimiser ce qu'on vient d'apprendre. C'est par exemple, je fais la fresque, je vois tout ça et je me dis, en fait, ouais, mais en vrai, plus de degrés, c'est pas si grave que ça. Et puis en fait, c'est moi, comme je suis en France, ça ira pour moi. La responsabilité, c'est en gros, moi, je peux rien faire, c'est aux politiques, c'est aux dirigeants d'entreprise. La troisième, c'est la rationalisation cognitive. C'est en gros, je viens de faire la fresque du climat, je rentre chez moi, je tape sur Google pourquoi le dérèglement climatique n'existe pas. Et je prends le premier site qui sort, même si ça n'a pas beaucoup de valeur face au rapport du GIEC, et je dis, ah bah en fait, ça rééquilibre en fait. Je viens rechercher une connaissance qui vient rétablir l'équilibre. Et donc, voilà, pour ça. Donc, globalement, c'est intéressant d'avoir ça en tête. On va y revenir régulièrement sur cette slide-là. Et donc, la deuxième chose, pour moi, en introduction sur la partie, on va dire un peu débrief, c'est, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est les 4 attitudes sur le dérèglement climatique. Donc, les attitudes, c'est quelque chose d'assez développé en psychologie, notamment avec les travaux de quelqu'un qui s'appelle Alport.
un Américain. C'est un concept central parce que ça permet finalement un peu de prédire, entre guillemets, un peu les comportements, en tout cas d'avoir la relation d'une personne à un sujet. Donc, on retrouve le Ted Corker, puisque dans l'attitude, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension cognitive, c'est les connaissances. Il y a la dimension affective, c'est la relation viscérale à un sujet. Et puis, il y a la dimension conative ou comportementale, c'est vraiment les comportements, les actions qu'on pose. Et donc, il y a vraiment cette idée de, voilà, une attitude, ça recouvre ces 3 choses-là. Et donc là, d'après Pablo Servigne, on peut retrouver sur ce sujet-là 4 types d'attitudes. Vous allez sûrement retrouver certaines choses que vous avez déjà lues par-ci, par-là. Donc, le premier, c'est l'attitude, le pessimiste passif. Donc, c'est l'attitude appelée par un sociologue, Charles Rogers, le misérabilisme de l'impuissance. En gros, c'est foutu pour foutu, à quoi bon faire des efforts? Je ne peux rien faire, seuls les Chinois peuvent agir, seuls les hommes politiques peuvent agir, seuls les dirigeants d'entreprise peuvent agir. Donc, ça, c'est une première attitude. Donc, celle-ci, forcément, elle mène au statu quo. Le deuxième, c'est l'optimisme passif. En gros, c'est un peu le climato-sceptique, c'est celui qui dit, bon, ou je m'en foutiste, en gros, ou ceux qui disent, en gros, de toute façon, un peu les cornucopiens, comme dit notamment Philippe Dewix, c'est ceux qui pensent que la science sera en mesure de nous sauver, même potentiellement, entre guillemets, face à un ifron. Donc là, pareil, ça mène au statu quo. Ensuite, il y a le pessimiste actif. Donc ça, c'est des personnes qui s'entraînent pour préparer à la survie dans un monde hostile, donc entre guillemets appelés les survivalistes. Et puis le dernier, c'est l'optimiste actif, c'est l'attitude optimiste actif. Donc lui, il pense que ce n'est pas binaire, c'est pas soit on échoue, soit on réussit, mais on réussit plus ou moins. Il pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment se préparer soit à l'effondrement d'un monde et non du monde. Donc c'est le monde, c'est la civilisation thermo-industrielle. Soit à minima à se préparer à de grands changements en repensant nos organisations et nos systèmes. Et donc, c'est l'idée que sur les 4 attitudes, la seule qui permet de changer le statu quo, notamment qui mène au changement de comportement, mais à l'échelle collective, c'est l'optimiste actif. Et donc, finalement, moi, c'est la deuxième boussole que j'ai en tête quand j'anime mes débriefs, c'est d'essayer un maximum, autant que faire se peut, de développer chez les participants cette attitude-là. Et donc, sur ça, ce qui est important à avoir, c'est comment développer cette attitude-là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée si vous avez quelques lignes à écrire. Alors, attends, un peu. Hop. Ok, donner de l'espérance, Robin. J'aurais dit. Hop. Vous voulez que chaque dixième vous compte. Leur demander de répondre à des questions. Protéger des petits pas, parler de son expérience personnelle, storytelling. Les faire réfléchir à des solutions qui découvriront comme étant applicables et simples. L'exemple des pères, montrer que des gens semblables à eux ont fait le chemin, proposer des actions, donner de l'espoir. Alors, le hack du triangle d'une action intéressant aussi. Ok. Alors, là, en gros, l'élément que je vous donne, c'est notamment à partir des travaux en psychologie sociale. En fait, quand on regarde les travaux en psychologie sociale, on apprend que la mise en mouvement sur un sujet aussi anxiogène que le dérèglement climatique n'est pas qu'une question de connaissance. C'est même plutôt l'inverse, entre guillemets, c'est que plus un sujet est anxiogène, plus en fait, je vais en savoir sur ce sujet-là, plus il y a un risque de retomber dans le déni. Et donc, les travaux en psychologie sociale nous disent qu'il y a grosso modo 4 ingrédients à réunir pour maximiser les chances d'un passage à l'action. Le premier, c'est de faire percevoir la gravité du danger. Le deuxième, c'est de percevoir la vulnérabilité à ce danger. En gros, ce n'est pas qu'une question d'ours polaires privés de leur banquise ou de personnes qui habitent loin de chez moi, en Asie ou en Afrique, mais c'est vraiment moi qui vais être touché, ma famille. Troisièmement, c'est avoir des pistes d'action efficaces. Ça, c'est assez compréhensible puisque si c'est un sujet anxiogène,
mais que je ne peux rien y faire, à quoi ça sert de consacrer du temps de cerveau disponible à ce sujet-là si de toute façon, je ne peux rien faire. Donc, psychologiquement, j'ai envie de dire, c'est la réponse la plus sensée de faire comme si ce sujet n'existait pas. Et puis, le dernier, c'est un sentiment d'auto-efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les participants doivent avoir la conviction qu'en fait, ils vont être capables de mettre en œuvre ces actions et qu'elles vont avoir un impact. C'est pour ça, typiquement, que à l'origine, la fresque du climat, quand elle n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, où il n'y avait pas le Ted Corker et tout ça, c'était vraiment, on va dire, la petite fresque. Elle arrivait très bien à remplir les deux premiers ingrédients, la perception de la gravité du danger et la perception de la vulnérabilité à ce danger. Mais comme il n'y avait pas les deux autres sujets, les deux autres éléments, il pouvait y avoir une grosse proportion de participants qui retombaient dans le déni, qui recevaient entre guillemets une grosse claque, mais qui recevaient, qui retombaient dans le déni. Et donc maintenant, avec le Ted Corker et avec cette idée aussi que c'est vraiment eux qui vont créer leurs actions, le fait que ce soit eux qui créent leurs actions, ça augmente la probabilité qu'ils ressentent ce sentiment d'auto-efficacité, puisque si c'est eux qui ont créé les actions, a priori, comme ils connaissent bien leur contexte, leurs contraintes, il y a des chances qu'ils ressentent ce sentiment-là. Et on reviendra effectivement sur l'idée il faut que ça puisse avoir un impact. C'est important de soutenir aussi tout ça par un récit qui laisse penser qu'en fait, c'est effectivement pas foutu et que du coup, ça vaut la peine de faire ce qu'il y a de plus coûteux pour un être humain, à savoir changer son temps. Donc, justement, l'importance du TED Corker lors de la phase de débrief. Et donc, moi, je rajoute, en plus de ce TED Corker, c'est vraiment de donner du sens à chaque partie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Toujours un peu cette idée, forcément, plus ça va avoir de sens, plus les gens vont être embarqués dans la séquence. Et donc, moi, avant de passer au débrief, j'aime vraiment faire une petite question de transition, 2 questions de transition, qui sont les suivantes. La première, je commence par leur demander pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de carte solution dans la fresque. Donc, globalement, j'ai 3 réponses à ça, mais la finalité de cette question-là, c'est premièrement, de déconstruire la croyance limitante selon laquelle il n'y a pas de solution. Donc ça, c'est vraiment en fait quelque chose de courant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand ils disent il n'y a pas de solution, c'est aussi cette idée en fait, il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire une solution qui permettrait de continuer à faire exactement de la même manière, mais en supprimant magiquement nos externalités négatives, en tout cas nos impacts négatifs. Donc, une sorte de solution magique. Mais en tout cas, c'est important de déconstruire cette croyance sur laquelle il n'y a pas de solution. Et puis d'annoncer que l'atelier se concentre sur les participants et non les absents. Donc, vraiment, cette idée, si on avait des solutions plaquées d'en haut, finalement, ce serait compliqué d'avoir des solutions génériques qui s'appliqueraient à des citoyens, à des dirigeants politiques, à des dirigeants d'entreprise, à des salariés, enfin, à des personnes qui sont dans des réalités très différentes. Et comme l'atelier vise à être fait partout, forcément, c'est mieux que ce soit eux qui créent leurs propres solutions. Et donc là, moi, il y a 3 réponses attendues. En général, ils les trouvent. La troisième, c'est que les solutions proposées dépendent du niveau de conscience de la personne. Et du coup, la deuxième question que je leur pose, c'est à votre avis, de quoi dépend le niveau de conscience d'un individu sur les causes et conséquences du dérèglement climatique? Et donc là, c'est une manière finalement, donc ils vont dire, ça dépend des connaissances, ça dépend, est-ce que je suis touché ou pas personnellement. Enfin, et donc c'est une manière d'annoncer justement ce fameux TED Corker. Donc les 3 attitudes, les 3 dimensions de l'attitude que j'ai évoquées tout à l'heure, la dimension cognitive, donc connaissance, tête, la dimension affective, donc émotion, cœur, et puis la dimension cognitive ou comportementale, donc la dimension corps. Donc finalement, c'est un peu une façon d'annoncer ce qu'ils vont faire. Moi, j'avoue que j'aime bien le faire. En général, je préfère quand il n'y a pas de pause dans l'atelier, parce que je pars du principe que la partie création, la partie design de la fresque, c'est la partie pause, puisque c'est vraiment un moment plus décontracté, on va dire. Mais quand vraiment il y a une pause, j'aime vraiment faire cette question-là avant de les envoyer en pause, parce qu'entre guillemets, c'est une manière, sans ça, c'est de s'assurer qu'en fait, ils aient envie de revenir, parce qu'on a annoncé des choses qui sont chouettes et qui donnent vraiment envie de revenir. Parce qu'il faut voir que, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'en général, en termes énergétiques, ils sont au plus bas à la fin de la partie fresque. Et donc là, à partir de maintenant, ils vont faire que remonter. Et donc, c'est important finalement de ne pas les laisser partir en pause dans un état d'esprit et des émotions trop négatives. Donc, le fait d'avoir ces petites questions de transition avant de les envoyer en pause, ça maximise les chances qu'ils reviennent et pas trop en retard. Parce que sans ça, ils vont avoir tendance à revenir en retard,
un petit peu esquivé le fait de revenir. Et donc, là, sur la phase cœur, bah là, l'idée, c'est que je vous passe rapidement un peu moi comment je fais. Donc là, la façon de donner du sens à cette phase cœur, pour répondre un petit peu à la question de Benjamin, puisque notamment quand on est en entreprise, les émotions peuvent être un petit peu tabous. Bah, moi, je donne du sens justement à cette phase cœur. Je leur dis, citation d'un auteur qui s'appelle Antonio Damasio, qui a écrit L'erreur de Descartes, La raison des émotions, et qui nous dit que l'émotion confère aux êtres vivants la possibilité d'agir intelligemment sans penser intelligemment. Donc, autrement dit, les émotions sont aussi importantes que la raison pour s'adapter au mieux à son environnement. La raison d'être de ces dernières, assurer notre survie et notre bien-être. Donc, vraiment, c'est cette idée que, notamment si on s'intéresse aux théories de l'évolution, on comprend que nos émotions ont une raison d'être. Si on en ressent, c'est vraiment que voilà, c'est pas pour rien, c'est pas accessoire, c'est vraiment ça a une finalité. Et donc là, par rapport au sujet qui nous intéresse, en général, ça intéresse tout le monde de maximiser sa chance de survie et de bien-être. Donc, c'est tout de suite une manière de dire, voilà, ça a sa place, même si c'est inhabituel en entreprise de parler d'émotions. Et donc, moi, comment je la fais concrètement toujours pareil aussi pour le fait que ça, en termes de timing, on tienne vraiment le débrief dans les temps. Moi, je leur propose 6 émotions. Elles viennent d'où ces 6 émotions? C'est les 6 émotions de base, si on se base notamment sur les travaux de Paul Ekman, psychologue américain. Il a montré que ces 6 émotions-là, en fait, elles sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont partagées par toutes les civilisations humaines, alors qu'il y a d'autres émotions, par exemple la honte, qui ne sont pas partagées par certaines civilisations. Et puis, en fait, ces 6 émotions-là, elles sont même partagées par tous les autres mammifères. Et donc, je leur propose ces émotions-là. Donc, le fait d'avoir dit ça, déjà aussi, ça légitime ce choix d'émotions, tout en permettant qu'il n'y ait pas trop d'émotions non plus, parce qu'on sait que si on propose trop de choses aux gens, ils ont tendance à se retirer. Alors que là, 6, on va dire, voilà, c'est assez. Enfin, je veux dire, à mon sens, c'est un équilibre qui est pas mal. Et donc là, je le fais en 2 tours. Le premier, c'est juste de proposer aux participants de dire l'émotion principale, parce que peut-être qu'ils peuvent en ressentir plusieurs. Donc, s'ils veulent vraiment en dire plusieurs, ils peuvent. L'idée, c'est voilà, d'essayer de faire le tri aussi dans ces émotions. Laquelle est la principale? Donc, un premier tour où ils disent chacun leur tour l'émotion qu'ils ressentent. Et après, l'idée, c'est de leur proposer un deuxième tour où ils expliquent en 1 ou 2 phrases, en quelques phrases, pourquoi cette émotion-là. Et une fois que ça s'est fait, moi, je leur propose d'après la psychologie, d'après les recherches en psychologie, quelle information nous donne chaque émotion. Donc, par exemple, le dégoût, ça nous donne quoi l'information? Ça nous donne qu'en fait, on ressent un rejet physique ou moral pour quelque chose. Un dégoût physique ou moral, enfin un rejet physique ou moral pour quelque chose. La surprise, c'est quand on a une représentation mentale d'un sujet qui est perturbé. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout au courant des impacts du dérèglement climatique. Et ben voilà, il peut ressentir de la surprise parce que vraiment, il a une représentation mentale du sujet qui est perturbée, qui est modifiée. La peur, c'est quand on se sent impuissant, c'est-à-dire trop petit face à un sujet qui nous dépasse. La tristesse, c'est lié à un sentiment de perte, quelque chose qui était précieux. La joie, c'est l'émotion qu'on cherche à ressentir. C'est notamment en utilisant les termes de Spinoza, c'est ce qui nous indique qu'on est en train d'augmenter son pouvoir d'agir. C'est pour ça qu'il y a des participants qui ressentent de la joie. Moi, typiquement, j'ai ressenti de la joie à ma première fresque. C'est parce que j'ai ressenti que j'avais découvert un outil qui allait me permettre enfin de parler de la façon constructive du dérèglement climatique et un peu de contribuer à cette cause. C'est pour ça que j'ai ressenti de la joie. Et la colère, ça nous donne quoi comme information? C'est lié à un sentiment d'injustice. Et donc après, je leur partage ça tout en prenant 2 précautions. Enfin, moi, je leur donne un petit peu le contexte. Kubler-Ross, qui sait, donc une personne qui a accompagné des gens en fin de vie et qui s'est rendu compte que les personnes passaient par différentes phases. Et la deuxième chose vraiment que je leur dis, c'est en fait, ça reste un modèle. L'être humain est plus complexe que ça. Mais l'intérêt donc potentiellement l'humain peut sauter des étapes, il peut revenir en arrière. Mais ce qui est chouette avec les modèles, c'est que ça permet finalement déjà de mettre des mots sur les choses et d'avoir des perspectives. Et c'est 2 choses que les êtres humains aiment avoir, c'est-à-dire pouvoir mettre des mots et avoir des perspectives. Pour la phase tête, moi, comment je donne un peu du sens, je commence avec cette phrase: le savoir, c'est le pouvoir, du philosophe Francis Bacon. Donc, autrement dit, le savoir est un remède au sentiment d'impuissance. Donc, ça vient résonner avec le fait qu'un certain nombre est peur, parce que c'est souvent l'émotion, moi, qui revient dans les ateliers. La finalité de la séquence tête. Donc, moi, j'ai 2 séquences dans la séquence tête. J'ai une séquence quiz où je leur pose des questions
Et après, ils votent avec les pieds. Donc, ils vont En gros, j'ai mis 3 post-it dans la salle, un post-it A, un post-it B et un post-it C. Et je leur propose de se positionner dans la salle. Et donc, l'idée, c'est, avec cette phase quiz, c'est d'acquérir les bons de grandeur, ingrédients indispensables pour une action efficace. Et notamment, je leur transmets l'idée de la loi de Pareto. Donc, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais la loi de Pareto, c'est l'idée que souvent, 80% de nos impacts sont causés par 20% de nos actions. Et donc, ça permet vraiment de rentrer dans une démarche efficiente, donc un maximum de résultats avec un minimum d'efforts, minimum de temps de cerveau. Et donc, le fait d'avoir les ordres de grandeur, c'est aussi une manière d'éviter, de prévenir les risques de greenwashing personnel, entre guillemets. Voilà. Et puis, aussi, c'est important à mon sens, qu'ils mesurent vraiment la hauteur de la marche à franchir. Et qu'effectivement, comme elle est importante, la marche, comme dirait Time Force the Planet, pisser sous la douche ne suffira pas. Enfin, vraiment, voilà, c'est parce qu'on a cette hauteur de la marche qu'on commence à prendre conscience qu'en fait, il va falloir prendre des mesures qui sont radicales au sens d'aller chercher à la racine du problème et que donc, du coup, en fait, déjà ça, on est en train de créer les conditions pour… En fait, quand on prend conscience de la hauteur de la marche, déjà, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des réactions type écologie punitive ou les mesures sont absurdes parce qu'en fait, on prend conscience que la marche, elle est haute, en fait. Et donc là, voilà, pourquoi je ressors ce schéma-là, c'est que ce n'est pas le tout d'opter pour le changement de comportement. C'est déjà chouette si les participants optent pour le changement de comportement, mais c'est encore mieux si les changements de comportement s'inscrivent grâce notamment aux données du quiz, dans une idée d'action impactante et donc un maximum d'efforts avec un minimum d'effet. Pardon, l'inverse. Un maximum d'effet avec un minimum d'efforts. Et donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est important de leur permettre d'acquérir ces ordres de grandeur-là. Et puis ensuite, j'enchaîne avec un débat mouvant dont la finalité principale est de lever un maximum de freins à l'action. Et donc, c'est là où finalement, on retrouve un peu tout ce qu'on a pu voir précédemment avec le triangle d'une action. Donc, moi, ce que je leur propose ici, c'est un débat autour de passer ça dépend quel chiffre on prend, 12 tonnes, 10 tonnes, 9 tonnes, mais en gros, on va dire de 9 tonnes à 2 tonnes. Si on prend 9, c'est le dernier chiffre de l'ADEME, de 9 tonnes à 2 tonnes, en gros, ou aligner son entreprise ou son organisation sur les accords de Paris. Est-ce que ça relève plutôt de l'action individuelle ou collective? Et là, je leur transmets aussi, mais je leur ai transmis aussi dans la partie quiz, vraiment cette idée que offre et demande sont deux faces d'une même pièce, avec cette idée que ça n'a pas de sens on ne peut pas, on va dire, réduire… on ne peut pas imaginer que les citoyens réduisent leur empreinte sans que les entreprises ou les organisations aient réduit la leur, puisque vraiment, voilà, offre et demande, c'est deux faces d'une même pièce, tout est lié. Et donc, là, l'idée de ça, c'est vraiment lever un frein à l'action et donc de faire ressortir toutes ces phrases qu'on connaît. En gros, moi, je ne peux rien faire, c'est la Chine, c'est les dirigeants politiques. Et donc, une fois que ça c'est fait, c'est de leur proposer justement ce passage du triangle de l'inaction en marge du pouvoir. Donc, je le sors là en général. Donc, j'y reviens pas puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, après ça, on enchaîne avec la phase corps. Et donc là, c'est l'idée de la matrice d'action. Et moi, je leur propose de positionner leurs actions à partir en indiquant sur leur post-it à chaque fois. Donc après, les types de post-it, ça dépend de l'endroit où je suis. Si je suis dans une entreprise, une collectivité ou on va dire pour la société civile. Et donc, en tous les cas, je leur propose d'indiquer sur leur post-it, sur leur action, un S pour une action de sobriété, un E pour une action d'efficacité et un D pour une action de décarbonation, puisqu'à mon avis, c'est une bonne manière de laisser à commencer à développer des lunettes pour être capable de distinguer les différents types d'actions. Et donc, voilà, ça reste classique, mais en général, je fais une matrice fort impact, faible impact, et puis facile, difficile à mettre en place. Et puis ensuite de ça, ce que je fais, donc la finalité pour moi de cette séquence-là, déjà, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je la précédais d'un quiz et d'un débat mouvant, finalement, les mesures proposées dans la matrice étaient beaucoup plus intéressantes que sans ça ou avant ça. Parce que moi, globalement, il faut savoir que je change mon débrief toutes les 5 à 10 animations. En gros, fort un peu des retours que j'ai eus, j'essaye finalement
de me dire comment je peux rendre mon débrief plus impactant. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, si je ne faisais pas ça, bah, c'est là où je pouvais avoir plein d'actions qui étaient uniquement, on va dire, sur les déchets ou des choses comme ça, et des choses qui sont assez peu impactantes et qui reflètent un petit peu la norme dominante, la norme sociale dominante. Voilà, pour beaucoup, on va dire, le summum de l'action, sur ces sujets-là, c'est un peu la question ça se résume à l'action des déchets. Et en fait, le fait d'avoir fait le quiz plus ce débat mouvant, ça permet, notamment parce qu'il y a eu les marches du pouvoir qui donnent un peu un itinéraire. Ça nourrit vraiment cette phase-là. Et puis de prendre conscience aussi, de faire prendre conscience aux participants qu'il y a un impact différencié des actions. Je reviens une seconde. Ça permet ça. Et puis après, je finis par le partage de mes respects, de me mettre en mouvement. Donc, c'est un petit peu, je partage entre guillemets mon nouveau récit. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est vraiment, voilà, ça a été donné dans les réponses, c'est donner de l'espoir. De nouveau, c'est que finalement, comme c'est ce qu'il y a de plus coûteux de changer son comportement, si les participants partent de l'atelier en partant du principe que c'est foutu, pourquoi est-ce qu'ils changeraient leur comportement ou ils s'engageraient à le changer? Et donc, c'est seulement après ça que du coup, je leur propose, enfin voilà, c'est un peu l'idée de mon nouveau récit, c'est un peu cette phrase de Saint-Exupéry qui dit si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner les ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver les choses, fais plutôt naître dans leur cœur le désir de la mer. Donc, vraiment, cette idée encore une fois, c'est un itinéraire et donc c'est finalement, s'il n'y a pas le désir, de toute façon, ça va être compliqué. Donc, après ça, je leur propose un tour des engagements. Donc là, l'idée, la finalité de la séquence, c'est d'accélérer la transition de chaque participant. Et donc, je leur donne, pareil, une phrase pour donner du sens à cette séquence-là. Quand on apprend des neurosciences, c'est que plus j'agis, plus je suis optimiste, et plus je suis optimiste, plus j'agis. Donc, il y a cette idée d'une boucle de rétroaction positive qui se met en place. C'est un peu une boucle qui vient répondre, ce coup-ci, de façon vertueuse à la boucle de rétroaction positive du permafrost. Donc, c'est aussi une manière, voilà, de dire un petit peu, parce que certains sont marqués par la boucle de rétroaction du permafrost. Là, on ressort avec une boucle de rétroaction qui est positive. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, en leur proposant mes raisons d'espérer, donc mon nouveau récit, en général, les engagements que prenaient les participants étaient beaucoup plus importants que quand je ne le faisais pas. Donc, c'est pour ça que maintenant, je le fais systématiquement. Et donc, si vous souhaitez mieux appréhender le facteur humain dans la transition, je vous invite à participer à la fresque de récit, parce que c'est vraiment quelque chose sur laquelle on revient. Et donc, en résumé, peut-être avant de passer à l'échange, au temps d'échange, pour moi, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment, on va dire, une bonne façon d'animer un débrief. Pour toucher tout le monde, il est nécessaire de parler le langage de plein de personnes différentes. Et je pense que voilà, finalement, de nouveau, ça dépend vraiment de son histoire personnelle et des gens avec qui on est en contact. Et donc, par contre, j'ai la conviction que c'est important d'avoir un tête corps cœur dans son débrief, puisque c'est la meilleure manière de toucher les gens. Puisqu'au sein d'un même atelier, certains vont être plus touchés par la partie tête, d'autres par la partie corps et d'autres par la partie cœur. C'est important aussi d'avoir les bonnes boussoles en tête, donc ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, mais notamment le fait que le but, ce n'était pas de faire des participants des experts du sujet, mais vraiment d'accélérer leur mise en mouvement. Et que vraiment l'atelier fresque du climat, c'est vraiment l'étincelle, mais c'est que le début. Et puis, je pense aussi que c'est important d'avoir en tête qu'au début, lors des premières animations, il y a un gros risque de faire un débrief pour soi-même et pas pour les participants, comme pour la partie fresque, où on cherche surtout à consolider ses connaissances. Et donc, il me semble pas mal pour les premières animations de suivre un modèle un peu classique, proposé en formation pour l'association, mais après, au fur et à mesure, c'est ça qui est riche, c'est qu'on évolue avec son atelier, et donc on peut faire évoluer ça. Et donc, voilà globalement ce que je voulais faire. Et puis, peut-être un petit partage. C'est vrai que ce que je trouve chouette, moi, à titre personnel, avec la fresque du climat, et puis globalement, la question de lutter contre le dérèglement climatique, c'est que ça nous pousse vraiment à ce partage. Et donc, je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous ce soir. Et vraiment, je serais ravi d'avoir vos bonnes pratiques, soit là dans le temps d'échange qui nous reste, soit dans le cadre d'une presque conférence que vous pourriez donner plus tard.
ou d'autres échanges plus informels. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous propose du coup maintenant de passer… voilà, vous pouvez allumer votre micro et puis on peut échanger. Hop. Donc, comme vous voulez, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées au fur et à mesure ou voilà, en tout cas, si quelqu'un veut… Je vois qu'il y a pas mal de messages et je vais avoir du mal à tout remonter. En tout cas, n'hésitez pas à prendre, peut-être à lever votre main avec Zoom, là, l'option réaction, et puis je vous donnerai la parole. Enfin, voilà, vous pouvez prendre la parole. Ouais, Florence. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Quand tu parlais de redonner de l'espoir aux personnes, là, j'ai pas bien compris ce que tu leur racontes exactement. Ok, en fait, ça, c'est très personnel. En fait, si typiquement, et c'est vrai que moi, quand je me suis présenté en début d'atelier, je leur ai dit que je me suis présenté succinctement et je leur ai notamment dit que j'avais quitté un CDI chez EDF. Et donc, finalement, là, je leur ai dit, ça va vous permettre en fait, de comprendre que je ne suis pas fou si j'ai quitté un CDI chez EDF pour me consacrer à temps plein à accélérer la transition écologique et solidaire. C'est qu'a priori, j'ai de l'espoir. Sans ça, je n'aurais pas quitté une situation confortable. Et donc, je leur ai dit, voilà, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait penser que c'est possible, qu'on peut y arriver, et je leur partage ces raisons-là. Donc là, je ne vous les ai pas partagées ce soir. Peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait, mais en tout cas, c'était l'idée c'est quelque chose, je pense qu'a priori, si on passe du temps, si on consacre ce qu'il y a de très précieux pour tout un chacun, à savoir du temps, à faire ça, c'est qu'a priori, on a de l'espoir. Sans ça, on serait en train de faire autre chose. Et donc, du coup, voilà, en gros, je leur partage mes raisons d'espérer et de me mettre en mouvement. Et après, c'est vrai que ça, j'adapte un petit peu quand même au public. Mais globalement, ça reste toujours mes raisons à moi d'espérer. Est-ce que ça va, c'est plus clair, Florence, ou pas? C'est juste que là, je ne vous ai pas donné le détail, en fait. Mais… Non, c'est peut-être juste que je suis pas toujours très optimiste sur le sujet, donc quand les gens me disent on va droit dans le mur, j'ai du mal à leur répondre quelque chose, quoi. Mais du coup, là, c'est intéressant. Toi, par exemple, si tu animes des fresques du climat, pourquoi est-ce que tu animes des fresques du climat? Parce que si les gens se rendent compte, ce sera moins pire. Mais c'est qu'a priori, tu n'as pas quand même perdu tout espoir. Sans ça, tu seras en train de faire autre chose. Non, non, mais je suis d'accord, mais bon, c'est pas évident d'être positif sur ce sujet-là, quoi. Et voilà, et c'est pas juste dire aux gens: «Bah, moi, j'ai encore espoir», c'est pas suffisant, en fait. Ah non, moi, je leur donne un peu mon histoire aujourd'hui, qui m'anime et qui fait que je le fais, en fait. En gros, je leur détaille mon histoire. En gros, en 3-4 minutes, Florence. Je ne sais pas si c'est clair, Florence, mais en gros, j'ai pareil, j'ai un peu comme là, je vous ai fait défiler des slides. J'ai 3-4 slides sur ça, 4-5 éléments que je trouve hyper impactants pour moi. Et finalement, ce qui fait que, oui, pour moi, c'est possible. Peut-être que, je ne sais pas, ça aura peut-être plus de sens si je vous les défile, mais là, je ne sais pas si on aura le temps, mais voilà. Est-ce que Florence, ta question, on va dire, derrière ça, c'était que je vous partage mes raisons à moi d'espérer? Après, en fait, peut-être que ça vous… Peut-être, mais bon, après, il y a plein d'autres questions. Ok, bon, si on a un peu de temps, je vous les partagerai, mais ok, en tout cas, merci. Ouais. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui aimeraient les voir. Ok, il faudra que j'ai cherché. Alors, je vais les chercher, puis j'essaierai à la fin, on va dire, de vous les partager. Anne-Cécile? Oui, merci beaucoup Benoît, c'était super riche. Du coup, en fait, je pense que j'ai plein de questions. Mais il y en a une qui est revenue plusieurs fois et du coup, je me fais la porte-parole pour cette question. Comment, en fait, tu insères le débat mouvant parce que moi, j'ai compris que c'était une partie que tu faisais avant l'idéation. Du coup, je n'arrive pas à visualiser, en fait. Ouais. Alors, pourquoi en fait, c'est très récent que je le fasse avant l'idéation. Avant, je le faisais après l'idéation. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était c'était plus intéressant de le faire avant. Parce que justement, en fait, le fait d'avoir levé les freins un petit peu à l'action, le fait d'avoir déconstruit le triangle de l'inaction, le fait de l'avoir proposé les marches du pouvoir, où en fait, on te parle un petit peu d'un itinéraire, ou en tout cas d'éléments de cet itinéraire-là, finalement, ces 4 marches-là, elles peuvent nourrir tes actions. Et donc, une fois que c'est fini, le triangle de l'inaction, que j'ai juste expliqué le passage du triangle de l'inaction aux marches du pouvoir, là, je leur propose un débat mouvant qui est, parce que moi, ça a toujours été ça, la question que je posais, c'était passer de 12 tonnes à 2 tonnes.
d'ici 2050? Est-ce que ça relève plutôt de l'action individuelle ou collective? Et donc là, en général, je leur propose un débat mouvant sur un axe, on va dire virtuel. Enfin, virtuel. Oui, en fait, ils sont dans l'espace. Et donc, c'est de se positionner. Plus ils sont, on va dire, proches de collectif, c'est plus ils considèrent que ça relève de l'action collective. Et plus ils sont proches de individuel, plus ils sont, pour eux, ça relève de l'action individuelle. Et donc, ils se situent sur cet axe-là. Et le but de ce débat mouvant-là, c'est vraiment, donc ça se fait avant, on va dire, la phase d'idéation. Le but de ça, c'est vraiment, comme je disais, de lever tous les freins à l'action et de déconstruire cette opposition stérile entre action individuelle et action collective, puisque de nouveau, c'est deux faces d'une même pièce. On ne peut pas imaginer un collectif qui agirait si les individus n'agissent pas. Et de la même manière, de toute façon, si tu as un seul individu qui agit, on ne va pas transformer le monde avec un individu qui agit. Mais voilà, c'est vraiment cette idée de déconstruire ça. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est le débat mouvant c'est l'idée du débat mouvant, Anne-Cécile? Non, c'était plutôt sur quelle base. Donc, en fait, oui, là, j'ai compris, tu donnes ta question et c'est une question très orientée et qui sert à la suite de ton débrief. Voilà, parce que pour moi, c'est un petit peu ce qui résume, si on devait résumer finalement le but de l'atelier, c'est de se poser collectivement la question, en fait, comment on y va en fait, à ces 2 tonnes en 2050. Et donc, je leur propose de traiter cette question-là avec un prisme qui est souvent adopté par les gens, à savoir est-ce que ça relève plutôt de l'action individuelle ou collective, alors qu'en définitive, je trouve que par rapport à cette question-là, la question pertinente, c'est moi, d'où est-ce que je suis placé dans la toile du vivant? Qu'est-ce que moi je peux faire en fait? Moi, je suis placé à une position singulière de la toile du vivant, qu'est-ce que je peux faire? Yes. Et tu y passes combien de temps? 5 minutes ou... Sur le débat mouvant? Ouais. Alors, c'est souvent un peu ma variable d'ajustement en fonction de si on a débordé un petit peu le reste des étapes. Mais en général, c'est entre 10 et 15. Ah ouais, ok. Top. Merci. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Anne? Oui, en fait, beaucoup d'entre nous se demandaient ce qu'était le quiz. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ouais. Alors, hop. Là, je peux vous montrer rapido un exemple. Là, par exemple, j'étais avec d'autres fresqueurs chez Bain & Co vendredi dernier et du coup, je leur ai passé ça. Je vais vous montrer rapido un exemple. Alors, Peut-être si tu peux rappeler à quel moment tu le fais, si c'est possible. le quiz? Ouais. Alors, le quiz, hop. Attendez, je vous partage mon écran et je vais répondre à la question. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Ouais. Je vais partir du principe que oui. Donc là, en fait, donc il y a eu la phase des émotions. Donc là, j'ai commencé à introduire, donner du sens à cette séquence. Pourquoi on passe sur ce quiz, justement, sur une phase, on va dire, tête. Et donc là, par exemple, la première question, c'est sur les ordres de grandeur. À votre avis, quelle est l'empreinte carbone moyenne des Français en tonnes d'équivalent CO2? Et donc là, je leur en propose 3. Donc là, ils se positionnent dans l'espace, à côté des post-it A, B ou C. Une fois qu'ils sont positionnés, je leur donne la réponse. Et là, je leur fais du coup des apports, qui est ça et qui est ça, parce que vraiment, cette idée de rentrer tout de suite, en fait, une moyenne, ça écrase tout. Et ça permet finalement de leur faire prendre conscience tout de suite que justice sociale et urgence écologique, c'est 2 faces d'une même pièce, puisqu'on voit bien que voilà, il y a vraiment ce côté responsabilité commune mais différenciée, avec le 1% qui a une empreinte de 56 tonnes, et ainsi de suite. Et donc ça, c'était la première. Une deuxième, c'est la trajectoire. C'est pour respecter l'accord de Paris, quelle empreinte carbone en 2030, en 2050, avec cette idée que les ordres de grandeur sont les mêmes pour les entreprises, puisque offre et demande sont les 2 faces d'une même pièce. Et donc là, est-ce que c'est 8 en 2030 et 6 en 2050, 7 en 2030, 4 en 2050? Et voilà, ils se positionnent. Et donc après ça, je leur file ça. Et pareil, j'en ai une sur le CAC 40 où voilà. En gros, j'en ai plusieurs comme ça. Et ça, cette séquence-là, elle dure 16 minutes. Elle dure 16 minutes. Est-ce que ça va? C'est plus clair pour vous, la séquence quiz? Oui, très clair, merci. Très clair, merci. Anne, tu veux poser une question?
Et ouais, Corinne. Alors, non, parce que les 47 diapos, il n'y avait pas que du quiz dedans, je te rassure, Corinne. Mais, ouais. Mais effectivement, en gros, c'est 2 minutes par question. Il y a 8 questions. Notamment, je finis, moi, par une question sur… je vais vous la montrer parce que je trouve que c'est quand même important. En fait, on a tellement peu l'occasion d'avoir du temps de cerveau disponible de ces gens-là que, pour moi, même si on n'est que sur la limite planétaire climat, c'est important d'élargir. Et donc, typiquement, même pour Bain, moi, ce que je proposais, c'était la 8e question, c'était RSE plus largement, de combien d'éléments dépend l'habitabilité de la vie sur Terre pour l'espèce humaine. Est-ce que c'est 5 éléments, 9 éléments, 12 éléments? Et donc là, pour rendre plus concret, je leur dis, par exemple, il y a le climat, c'est un de ces éléments. Il y a les ressources en eau douce, et à vous de deviner, est-ce qu'il y en a 3 de plus, est-ce qu'il y en a 7 de plus, ou 10 de plus. Et donc, en gros, c'est surtout pour amener le concept de limite planétaire, pour leur permettre de prendre conscience que c'est important que les solutions qu'ils vont mettre en place, ce ne soient pas les problèmes de demain. En gros, souvent, si on n'a pas bien compris le sujet et que c'est un sujet systémique, les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. Et donc, ça permet aussi d'introduire la donut économie. Et voilà. Et comme ça, entre guillemets, ça permet quand même, c'est rare d'avoir 3 heures de leur temps. Et donc, tout de suite, finalement, ça évite qu'on parte dans des fausses solutions. Voilà pour ça. Et Anne, du coup, je vois que tu poses une question. Oui, là, je me fais encore le porte-parole du groupe. On se demandait comment tu casses tout ça en 3 heures. Ouais, en gros, alors, il faut que j'aille retrouver mon timing, mais moi, du coup, j'ai vraiment un timing très précis pour chaque séquence. Donc là, de tête, j'ai la séquence question pourquoi il n'y a pas de carte solution dans la fresque, avec les deux, et la deuxième question qui suit, qui est de quoi dépend le niveau de conscience sur le sujet. Ça, c'est 2 minutes. La séquence sur les émotions, c'est 10 minutes. La séquence quiz, c'est 16 minutes. La séquence débat mouvant, c'est entre 10 et 15 minutes en fonction du temps qui a été pris avant. En gros, du triangle de l'inaction aux marges du pouvoir, je prends à peu près 4-5 minutes. La séquence idéation, donc production d'idées d'action, ça c'est à peu près 10 minutes. Et après, la séquence je partage mes raisons d'espérer et de me mettre en mouvement, c'est à peu près 5 minutes. Et après, le tour des engagements, c'est à peu près 5 minutes. Donc, vous pouvez refaire le calcul, mais globalement, c'est 1 heure. Mon débrief, c'est globalement 1 heure. Est-ce que tu fais encore des fresques grand public et est-ce qu'on peut t'observer? Parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais, je te cache pas que c'est aussi pour ça que j'ai fait la fresque conférence, c'est que j'ai pas mal de fresqueurs à Glasgow qui m'ont dit j'aimerais bien t'observer. Et je me suis dit autant faire une fresque conférence qui sera plus intéressante qu'une observation, puisque là finalement je vous ai donné un peu le pourquoi de chaque séquence ou globalement, parce que c'est vraiment ce que je pense qui est intéressant, c'est que chacun puisse finalement se créer son propre débrief, puisqu'il sera plus impactant. Mais du coup, là, ce qui était, à mon sens, plus intéressant pour observer un atelier que je donne, c'est que là, vraiment, vous avez le raisonnement, le pourquoi chaque séquence, je l'ai fait comme ça, pourquoi elles sont positionnées là, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est plus intéressant que de m'observer. Et c'est juste que c'était aussi un petit peu, compliqué pour moi de commencer à… Enfin bref, en gros, je suis à mon compte, je suis déjà sur pas mal d'activités, et de commencer à devoir gérer des demandes de personnes qui m'observent. Voilà, c'était un petit peu compliqué, surtout que là, effectivement, parce que moi, en plus de faire des fresques et de développer la fresque des nouveaux récits, je fais aussi des coachings en transition pro et en plus de ça, je suis un cursus en psychologie. Et donc, bref, pour la faire courte, c'est beaucoup de choses à gérer. Donc, si je dois gérer en plus des sollicitations de personnes qui veulent m'observer, je me suis dit que le mieux pour répondre quand même à ce besoin-là, c'était de faire une fresque conf. Donc, merci beaucoup en tout cas. C'était super. C'est très dense pour certains qui sont pas au même niveau d'expertise que toi sur tous ces sujets-là. Donc, j'espère qu'effectivement, moi, personnellement, j'aimerais bien la re-regarder. Donc, si c'est enregistré, qu'on puisse voir le replay. Parce que je t'avoue qu'il y a beaucoup de choses. C'est très, très riche. Mais en tout cas, merci vraiment d'avoir organisé ça parce que c'est clair que c'est le nœud de ce qu'on cherche tous, je pense, pendant ces ateliers qu'on anime. Et on est plus ou moins à l'aise avec tout ce que tu viens de dire. Donc, c'est vrai qu'il faut se l'approprier. Ce n'est pas si évident.
Carrément. Non, mais et voilà, et c'est de nouveau peut-être un truc que je devrais dire, c'est, enfin, de la même manière, moi, quand je forme à l'animation, je leur dis, il faut vraiment pas que vous basiez sur moi, parce qu'entre guillemets, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'animation. Et voilà, c'est la même manière, c'est-à-dire que effectivement, mon débrief, il est représentatif d'un débrief de quelqu'un qui a animé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin voilà, mais du coup, c'est quand même, je trouve intéressant de vous partager ça, parce que ça vous donne des éléments de réflexion pour vous-même faire un peu par itération, tester des choses et ainsi de suite, et évoluer avec votre débrief. Mais merci beaucoup pour ton retour, Isabelle. Je regarde, est-ce qu'il y a Anne-Laure qui a une question? Oui, du coup, là, je switch complètement. C'est vraiment une question de détail. Par rapport au tour des émotions, tu as dit que tu le faisais en 2 tours, une première fois juste pour citer l'émotion et après pour expliquer. Quel est l'intérêt derrière ça? Pardon, sur les émotions, quel est l'intérêt de donner l'information De le chaque faire en émotion? 2 tours. Ah oui. Bah, déjà, en fait, c'est cette idée de… Comment dire? Bah, que déjà, chacun puisse… pourquoi je le fais en 2 tours? C'est une bonne question. Je crois que je le fais déjà dans un premier temps pour que les gens ne s'influencent pas mutuellement. Parce que sans ça, il y a un petit risque. Parce que quelqu'un va commencer à parler un peu longuement sur son émotion, la personne va dire « Ah oui, en fait, c'est intéressant, je pourrais dire la même chose. » Donc là, au moins, quand ils ont tous dit leur émotion, bah, en fait, il y a moins ce biais parce que en fait, ils ont déjà choisi leur émotion et donc, voilà, ils peuvent… donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt pour limiter les risques que finalement, ils viennent coller à l'émotion de quelqu'un d'autre et à prendre le discours de quelqu'un d'autre plutôt que d'être sur vraiment leur ressenti à eux. C'est un peu D'accord, ça. ok. Et après, quand c'est vraiment un gros groupe, parce que parfois, quand j'anime des fresques pour 20 personnes, là, pour le coup, je ne peux pas le faire comme ça. Et ce que je fais, c'est que je leur propose de lever la main. Et là, je donne tout de suite l'information que vous donne chaque émotion. Donc, voilà, quand j'ai 20 personnes, je ne peux pas prendre le temps que chacun, malheureusement, partage. Mais du coup, je me dis que ça leur permet quand même… chacun se dit en son fort intérieur, ah oui, donc je ressentais telle émotion. Effectivement, est-ce que ça colle pas avec cette idée d'augmenter l'intelligence émotionnelle des participants, en tout cas, de contribuer à ça. Et du coup, ça rejoint une autre question que je me posais. Avec ce timing qui est hyper serré, tu arrives à avoir les gens, enfin, est-ce qu'il y a vraiment des interactions? Comment tu fais pour arriver à quand même avoir des interactions et que chacun puisse s'exprimer et prendre son tour? Tu veux dire sur les émotions ou sur Non, là, de façon général? générale, ouais, sur C'est vraiment le but du débat mouvant. C'est là où vraiment ils peuvent vraiment s'exprimer au maximum. C'est vraiment ça, c'est cet espace dont la finalité est la plus marquée. Après, ils peuvent poser des questions un peu tout le temps, hein. Mais vraiment là, entre guillemets, ils interagissent entre eux. C'est vraiment le débat mouvant. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Et là, je rebondis sur la question de Siroun. Un point particulier à partager sur ton icebreaker. Moi, je pose 3 questions pour mon icebreaker. Les 2 premières, on va dire, c'est aussi pour me permettre de savoir à qui j'ai affaire, parce que ça va me permettre d'adapter un petit peu la façon dont j'anime. La première, c'est quel est votre niveau de connaissance sur les causes et conséquences du dérèglement climatique. Donc, je leur dis de 1 à 5. L'idée, c'est de lever la main. S'ils se retrouvent en disant 1, bah, je ne sais pas ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, et 5, je pourrais travailler pour le GIEC. La deuxième question que je leur pose, c'est de 1 à 5, votre niveau d'engagement sur ça. Et donc là, je le formule un peu différemment, mais dans certains contextes, je dis 1, je n'ai pas commencé à agir. Et 5, bah, j'ai quitté mon travail pour occuper un travail qui est vraiment dédié à cette question-là. Voilà. Selon les situations, je ne pose pas cette question-là parce que cette question-là peut être pas forcément adaptée. Enfin, la réponse 5 peut pas être adaptée. Donc, le 5, je peux juste dire, je considère que je suis très engagé. Et puis après ça, je leur pose une question qui est de partager leur dernier très bon moment, leur dernière pépite. Et pourquoi je fais ça, Siroun? C'est que parfois, ça permet du coup de nourrir le débat mouvant sur le côté « Ah, bah là, on se dirige vers une société qui n'est pas désirable du tout. » Bah, je fais écho à leur brise-glace, où là, finalement, ils ont tous partagé des choses qui sont en rapport avec les relations humaines et donc qui ne nécessitent pas du tout de pression sur les limites planétaires et qui donc, du coup, bah, en fait, on peut très bien imaginer que là où notre société actuelle, elle n'est pas vraiment designée pour répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains et pour prendre soin de la qualité des relations, bah, si on les design différemment, notre société, on pourrait répondre à ces besoins fondamentaux tout en
en améliorant la qualité des relations humaines. Qualité des relations humaines, je ne sais pas si vous avez vu cette étude-là, la plus grande étude sur le bonheur faite par des chercheurs à Harvard, qui montre qu'en définitive, c'est ce qui fait que les gens auront l'impression d'avoir une vie heureuse ou pas, c'est la qualité de leurs relations humaines. Donc voilà, Siroun, je me sers un peu de ce débrief-là pour à la fois avoir des infos sur les participants à mon atelier et en même temps avoir un peu leur état d'esprit et en même temps potentiellement pouvoir commencer à mettre un peu des éléments sur le côté potentiellement, en tout cas, désirable, en tout cas le champ des possibles sur ça. Anne-Laure, tu as une autre question? Avec plaisir, Siroun. Non, désolé, j'ai oublié de baisser la main. OK. Alors, peut-être, sauf si quelqu'un a une question, je peux peut-être vous partager mes raisons d'espérer. Enfin, voilà, qu'est-ce que je leur partage? Je regarde juste un truc. Ouais. Ouais. Déjà, merci pour ton intervention, c'est hyper intéressant, hyper riche. Une petite question pour sur ce que tu viens de me dire. Tu as dit qu'il y a quelque chose qui expliquait que les vies heureuses dépendent de la qualité des relations humaines. Je me demandais si tu pouvais me redonner ce que c'est quelque chose, parce que je suis curieux de voir ça. Attends, est-ce que tu peux répéter ta question, Roland? C'est un tout petit peu loin, je ne t'entends pas bien. Tu viens de dire que qu'il y avait une étude, il me semble, qui disait que plus tu as des relations humaines qui sont de qualité, plus tu as une vie heureuse. Et je me demandais ce que c'était. D'accord. C'est une étude faite par des chercheurs d'Harvard qui ont suivi des gens entre les années 45 et les années 2000, globalement. Et en fait, ils en ont déduit que parce qu'en fait, le bonheur, le bien-être, c'est subjectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je ne peux pas te poser des questions et déduire de tes réponses que tu es heureux ou tu n'es pas heureux. C'est vraiment subjectif. Et donc, en définitive, le dénominateur commun des gens qui étaient les plus heureux, c'était des personnes qui avaient des relations humaines de qualité, des relations humaines qu'on pourrait qualifier de profondes, entre guillemets. Est-ce que ça va, c'est plus clair? Et là, je vois que des personnes ont mis des références, notamment un TED qui est assez connu, justement de Robert Waldinger, qui est justement un peu l'un des chercheurs d'Harvard qui a contribué à cette étude. Est-ce que ça... Ouais, ok, super. Alors, alors, ouais, bon, peut-être pour partir, c'est juste que là, je ne retrouve pas mon... Bon, je vais vous faire un exemple de raison d'espérer qui était celui que j'ai fait pour Bain, mais qui n'est pas... Bon, attends, je vais quand même essayer. J'aurais bien voulu vous faire... Je regarde vite fait pour ne pas trop tarder. Si je ne retrouve pas, je vous fais celui de Bain. C'est ça. Hop. Bon, je ne retrouve pas, du coup, je vais vous faire celui de Bain. Et puis après, je vous propose de ne pas vous retenir plus longtemps. Donc, en gros, je leur dis globalement mes raisons d'espérer qu'une accélération de la transition écologique et solidaire puisse se produire. Donc là, en théorie, mais là, parce que je leur avais déjà dit à un autre endroit, que finalement, c'est déjà cette idée que ce n'est pas binaire, ce n'est pas soit on réussit, soit on échoue. C'est vraiment cette phrase de Valérie Masson-Delmotte, chaque demi-degré compte, chaque action compte. Et donc après, je leur ai dit, là, la première chose qui vraiment m'a permis d'avancer sur ce sujet-là, c'est ce livre-là, Effondrement. Donc déjà, ça permet, c'est un peu paradoxal, parce qu'un livre qui s'appelle Effondrement, comment est-ce qu'on peut y trouver finalement des raisons d'espérer? C'est le sous-titre, c'est comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Parce que moi, j'ai appris de ce livre-là deux choses. La première, c'est qu'en fait, toutes les sociétés humaines sont confrontées au même challenge, à savoir comment on vit dans un monde physique. C'est important que les règles qu'on met en place, le contrat social, entre guillemets, ne contribuent pas à scier la branche sur laquelle on est tous assis. Et il se trouve qu'il y a des sociétés qui ont réussi à surmonter ce challenge-là et elles ont prospéré, et d'autres qui n'ont pas réussi et elles ont disparu.
Et donc, globalement, aujourd'hui, on est confronté au même challenge. La petite différence, c'est que finalement, le problème, il est au niveau mondial. Après, c'est juste le reflet de notre pouvoir technique et technologique. Mais en soi, on est confronté aux mêmes défis auxquels sont confrontées toutes les civilisations humaines depuis le début de leur histoire. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est que parmi ces sociétés qui s'en sont sorties, il y en a qui s'en sont sortis par le bas, par la société civile, et d'autres par le haut. Donc, ça permet aussi de déconstruire le côté, ça doit forcément venir par en haut, ça doit forcément venir par en bas. Le deuxième, c'est ce livre-là. Moi, j'y ai appris quoi? J'ai appris que presque, on va dire, l'espèce humaine, elle est câblée pour surmonter le défi auquel on est confronté. Benoît, on ne voit pas les slides défiler. Ouais, donc, je pense que j'ai dû faire la mauvaise option de partage d'écran. Hop. Est-ce que là, ça passe? Donc là, je vous ai défilé celle-ci, je vous ai défilé celle-là. Et là, j'étais sur ça. Et donc, sur Sapiens, en gros, je disais quoi? Je disais que l'espèce humaine, elle est câblée pour surmonter le challenge auquel on est confronté, puisqu'en fait, à la différence des autres espèces animales, elle n'a pas besoin d'attendre une mutation génétique pour s'adapter à un environnement qui change. Il suffit qu'elle change son imaginaire. Autrement dit, là, on est dans une situation où il faut passer d'un imaginaire illimité, où en fait, on considère que la planète est tellement grande que en fait, ça relève presque de l'ego mal placé de penser qu'on peut avoir un impact sur cette planète, à un imaginaire où en fait, on considère qu'on est dans un petit monde et où chacun de nos actions, petits et grands, ont un impact. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les imaginaires, ce qu'il y a dans nos têtes, ça peut changer à l'échelle d'une décennie, une ou plusieurs décennies. Et donc là, on est dans une situation où on a besoin de changements à cette échelle temporelle. Ensuite, je leur partage cette phrase-là, cette idée un petit peu, vu que, voilà, qu'en gros, ça part toujours de petits groupes d'individus. Et donc, finalement, cette idée que eux, potentiellement, sont des pionniers et qu'avec la courbe du changement de paradigme, voilà, on peut atteindre des changements rapidement qui, à première vue, paraissent impossibles. Et avec cette idée aussi, ça permet de donner aussi du sens à la fresque du climat. C'est que je rappelle ici que la fresque du climat contribue à atteindre plus rapidement le point de bascule. Et là, c'est vraiment celle-ci que je l'ai sortie parce que j'étais dans une organisation, une entreprise. Finalement, c'est dire la même chose que la courbe. C'est qu'il suffit de 10% des collaborateurs pour changer toute l'entreprise. Et puis, voilà, j'ai fini en disant que globalement, la clé aujourd'hui, c'est d'inverser l'anticipation des différents acteurs, puisqu'aujourd'hui, ce qui bloque, c'est qu'il n'y a pas assez de pionniers, c'est-à-dire de personnes qui croient que c'est possible. Et donc, finalement, pour l'instant, globalement, les gens anticipent qu'on ne va pas y arriver. Donc, c'est un peu une forme de prophétie autorisatrice. Et donc, en gros, plus on va être nombreux, plus, en fait, on va être capable d'inverser cette anticipation et donc de faire en sorte qu'on ait une prophétie autorisatrice qui soit vertueuse. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la fresque du climat augmente les probabilités qu'on a à inverser ça avec cette atteinte du point de bascule. Et donc, là, je m'arrête là. Mais là, globalement, je vous ai fait une question qui est très spécifique à Bain. Et qui est, en gros, je ne l'ai fait qu'une fois, celle-là. Donc, elle n'est pas forcément… Ce n'est pas celle que je préfère. Mais voilà. Bon, écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps parce qu'il est 17. Du coup, je vous remercie pour ça. Moi, je vais essayer du coup de rendre l'enregistrement accessible. A priori, j'ai vérifié qu'il a bien enregistré, mais je pense que c'est bon. Et puis, merci pour votre attention. Merci pour vos questions hyper intéressantes, enfin, voilà, j'ai trouvé super intéressantes. Et puis voilà, moi, je suis content, Thierry, si ça a répondu à certaines de vos attentes. En tout cas, au plaisir de vous recroiser. Et puis, très bonne animation, très bonne réflexion, très bonne aventure avec la fresque, avec votre débrief, avec tout ça. Voilà, c'était un très, très grand plaisir d'avoir pu partager ce moment privilégié avec vous.